Bonjour à tous, comment ça va? Oh, je suis au bout de ma vie. Je suis tellement en retard de tout. Comment ça va? Bon, alors je vais vous expliquer où j'en suis. On va réussir à faire une revue de presse, mais c'était un petit peu à l'arrache ce matin. Bonjour, vous allez bien? Ça commence à quelle heure me dit quelqu'un dans le chat? Bah ça commence maintenant. Et 9h10, j'avais annoncé 9h, mais franchement, c'est inespéré. Parce que, bah, en fait, j'ai raté mon réveil ce matin. Je me suis endormi sur mon ordinateur hier soir. Dans mon lit, je travaillais sur des trucs. Je préparais une interview aujourd'hui. Euh, j'ai acheté une deuxième petite webcam pour des projets, tout ça. Je me suis endormi sur mon ordinateur. Non, non, j'ai pas l'air fatigué. En fait, je suis toujours fatigué, moi, tout le temps. Parce que je fais trop de trucs. Donc, je suis toujours fatigué. Donc, c'est normal, en fait. Cette tête, c'est ma tête. Euh, et en fait, je me suis endormi sur mon ordinateur et j'avais mis réveil 5h30 pour lire les journaux cool. Voilà, Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix. Le Parisien, aller voir aussi les sites d'infos sur Internet, la presse en région, tout ça. Et en fait, je me suis réveillé à 6h30. Et une heure de retard, bah, c'est beaucoup. Alors j'ai cavalé ce matin, j'ai cavalé, et en fait, ça va, et je suis là. Ça va? Est-ce que le son, est-ce que l'image, c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut y aller directement? Ça va? Ça fonctionne plutôt bien pour vous, son et image? Ouais, impeccable, bon retour? Ah super. Ouais, grasse mat un petit peu, grasse mat, voilà. Ah, alors puis évidemment, j'ai lancé le stream vers 9h, 9h05, 9h06 je crois, et puis café obligatoire. Non, je suis passé par la case café bien sûr. Euh, voilà. Ouais, tout est là, c'est bon, ça va. Donc ça va. Il y a un petit délai, ouais, il y a toujours un petit délai. Bon, je me suis habitué. Voilà. Donc lui, il est là, mon ami café, donc tout va bien. Et vous, comment ça va? Parce que c'est une période un petit peu particulière, hein, notamment pour les habitants des Hauts-de-France et de la région Île-de-France, là, depuis quelques jours, hein. On sait que, ouais, stream, bah voilà, Don Diego stream confiné. Ouais, je sais. Faut pas stresser pour nous, Samuel, t'inquiète pas. Tommy du 57, vous êtes trop cool, vous êtes génial. Tu fais comment ton café? Avec une cafetière, en fait, tout simplement. Je suis une fille assez normale. Voilà. Ah, et puis c'est allé vite ces derniers jours parce que bah, d'abord, j'ai pas streamé beaucoup. Désolé, je crois que la dernière fois, c'était mardi. Parce que semaine chargée, et notamment il y avait ce prime, comme on dit dans notre jargon, sur France 2, hein, cette grande soirée en direct sur France 2. Quel jour on est? Je suis perdu. C'était jeudi soir, voilà, avec Élise Lisset. C'est sur la situation des jeunes en France, leurs problèmes, leurs angoisses, leurs inquiétudes, et puis aussi leurs espoirs et les solutions éventuellement, notamment pour les études et sur le marché de l'emploi. Donc c'était une belle soirée, près de 3 heures en direct sur France 2 et parallèlement sur Twitch. Et ça nous a demandé beaucoup de travail, donc j'ai pas beaucoup streamé cette semaine. Donc voilà, semaine un peu agitée. Et puis c'est pas tout. Hier, j'étais en question pour un champion, un tant qu'à faire. Donc j'ai fini minuit 30 ma journée de jeudi. Le lendemain, je me levais tôt pour Question pour un champion, voilà, où j'ai fait 6 enregistrements et je repars la semaine prochaine. Voilà. Donc du coup, salut, coucou de l'usine, me dit Xanoko, salut, bon courage, bonne journée. Et du coup, bah, ce week-end, on va streamer un petit peu. Quel est le programme? Revue de presse ce matin. Revue de presse demain, c'est sûr, et je mettrai bien mon réveil. Est-ce qu'on peut vraiment parler de confinement, me dit Marsup 11. On va en parler ce matin dans les journaux. Très bonne question. Et puis je vais essayer d'organiser une La Parole Étienne spécial soignant, hein, je vous l'avais promis, c'est-à-dire ce rendez-vous où je donne la parole aux viewers qui deviennent des auditeurs, puisqu'ils m'appellent par téléphone, et hop, je fais passer tout ça dans ma console de son. Et on fait un débat d'au moins 2 heures parce que je trouve qu'on a un peu oublié les soignants ces derniers temps. On n'en parle plus beaucoup alors qu'ils sont toujours en première ligne. Je voudrais savoir comment ils vont en fait, tout simplement. Donc je vais leur donner la parole. Je pense organiser ça dimanche aux alentours de 18h. Voilà. Donc ça c'est le programme de ce week-end. Et que vous dire encore? Bah rien, que je suis content d'être avec vous. Merci beaucoup. Comment ça va? Et est-ce qu'il y a des petits nouveaux qu'on les accueille tous ensemble et que je leur dise un petit peu ce qu'on fait ici? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux? Ouais, salut, 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 ouais. Euh, Ok, oui. Attends, hop, 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 je ralentis un petit peu le chat pour vous accueillir. Ok, alors les nouveaux, les nouvelles. Ah bah, Zidia, salut, nouvelle. Ok, bienvenue. Je suis nouveau. Me dit, ah, je vais ralentir ce chat. Me dit Rexunet, salut, bienvenue. Et puis on accueille, il y a Swoosh 8 qui accueille les nouveaux et les nouvelles. Salut. Et c'est sympa. Miloun, nouvelle, bienvenue à toi. Gougou 77, je kiffe la lecture des pseudos. Nouveau, bienvenue. Jimalaya, ouais, bonjour. Nueves from Yon, me dit Albancea, avec un joli mélange. On est à la limite de l'espéranto. Attention, les cernes augmentent, pense à te reposer. Non, non, tout va bien. Tout va bien.
Je suis nouveau, j'aime vraiment ce que tu fais, c'est ouf. Me dit Pikipoc, merci à toi. Et il y a du nouveau et il y a de la nouvelle, comme Soluxav. Mais où allez-vous chercher tous ces pseudos? Premier live pour ma part, me dit Momob52. Ok, alors bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Le cadre ici, il est super simple. La matinée, Étienne, c'est quoi? On lit les journaux, ensemble, parce qu'on est sur Twitch et que je lis pas les journaux tout seul. Et on en parle, et on parle de la vie aussi, et puis on en débat, voilà, dans un cadre apaisé, idéalement bienveillant. Je rappelle qu'ici, toutes les opinions sont légales. Moi, il n'y a aucun sujet que je mets de côté, même les sujets qui fâchent, et certains se sont rendus compte ces derniers temps. Mais on le fait avec le maximum de respect. C'est-à-dire que quand je dis que toutes les opinions sont permises ici, je parle bien sûr des opinions légales. Hein. Je rappelle souvent que le racisme n'est pas une opinion, c'est juste un délit, donc je parle bien d'opinion légale. Et en revanche, à partir du moment où elles sont exprimées correctement et avec respect les uns par rapport aux autres, notamment dans le chat entre vous, aucun problème, on parle de tout. Et donc la modération ici, elle est aussi bienveillante, les modérateurs le savent, c'est une forme de FC bienveillance, en tout cas de respect. Et les modérateurs savent que toutes les opinions sont permises à condition qu'elles soient exprimées correctement. Voilà, c'est le cadre. Alors, sinon, l'autre règle absolue, qui est très importante, c'est qu'on voue un culte absolu, définitif, à une chose, qui est plus importante que tout, que l'actualité, que même la tolérance, que Samuel Etienne, c'est quoi? Eux, ils savent, vous savez. Ouais, Wazer, bien joué. Wazer premier à dégainer. Allez, tous les autres suivent. Wazer, exactement. La religion ici, c'est le café. On a la religion du café parce que c'est mon carburant. Et vous allez voir que plus on avance, et finalement, plus ses yeux vont s'ouvrir ici. Voilà, je vais finir comme ça tout à l'heure, ça ira mieux. Et que je vais balbutier un peu moins et que je vais être de plus en plus pertinent. Là, pour l'instant, c'est encore un petit peu mollasson. Et à Étoile aussi. Ouais, Mando aussi, l'inculte à Étoile aussi, mon ami. Qui sera toujours mon ami. Voilà. Et que j'embrasse et que je salue très fort. On a tellement un culte pour le café. Je suis en train d'embrasser mon thermos, ça va plus du tout. On a même une musique pour ça. Bon café à tous, les amis. Enfin, vous avez le droit de boire ce que vous voulez aussi, un thé, etc. Puisqu'on est dans la tolérance, ça va jusqu'à la boisson chaude. Bon ce que vous voulez. Pour moi, bon café. Voici la musique. Et dans 1 minute, à 9h18, bim, on commence la revue de presse. Let's go. C'est ça la musique du café. Et je fais pas l'autruche, hein. C'est cool ce café. Ouh, ça va mieux. Je vois les commentaires sur l'audience de la soirée de France 2 sur les jeunes. À certains, il n'a pas échappé. D'ailleurs, vous me le faites remarquer que les audiences n'étaient pas bonnes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et vous savez quoi? On assume totalement. On fait une émission sur les jeunes, consacrée à 100% aux jeunes, qu'avec des jeunes en plateau. Les jeunes ne regardent pas la télé. On savait que ce serait très compliqué en termes d'audience. Mais c'est ça le service public aussi, c'est faire des émissions sans forcément avoir que l'audience en tête. Parce qu'on pense tout simplement que cette émission, elle est nécessaire, elle est importante. Donc, c'est très paradoxal parce que sur les réseaux sociaux, avant, pendant, après, il n'y avait que des commentaires positifs, des gens qui disaient qu'il fallait faire cette soirée et qu'elle était bienvenue et qu'il était temps. Et on était notamment entêtés sur Twitter ce soir-là qu'avec des commentaires positifs. Donc ça, c'est l'image de l'émission. Donc ceux qui ont regardé cette émission l'ont trouvé nécessaire. Et puis, encore une fois, les jeunes ne sont pas devant la télé, ils sont ailleurs, notamment sur Twitch. Et puis, il y a autre chose. Je crois aussi que les gens, en cette période vraiment compliquée, se servent de la télévision pour vraiment se détendre, s'aérer un peu la tête, et ça, je comprends tout à fait. Et donc, remettre la tête dans la crise, même si c'est pour essayer d'être positif et trouver des solutions, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc tout ça nous a pas surpris. Alors, sans aller dire qu'on avait prévu à ce point un mauvais score, soyons tout à fait honnêtes, non, on espérait plus, toujours, évidemment, mais il n'y a pas de regret à France Télévisions, vraiment. Hein, il n'y a pas de langue de bois dans ce que je vous dis. Il n'y a aucun regret à France Télévisions d'avoir fait cette émission. Voilà. Et c'est ça qui est sympa avec le service public, c'est qu'on peut se permettre aussi de faire ça. Pas tous les jours, hein, parce que si tous les jours ça ne marche pas, à la fin vous fermez. Et il faut aussi que les gens nous regardent. Mais on peut le faire. Voilà, ça c'est la force du service public. C'est pour ça que je suis content d'y travailler. Voilà. Bon, et ben voilà.
Et puis, vous dire aussi que, allez, une petite confidence personnelle. euh, Tout à l'heure à 11 heures, donc je pense qu'on s'arrêtera à 11 heures, hein, à 11 heures, j'ai une journaliste de Libération qui vient à la maison. Euh, je lis les commentaires parce que parfois je dis des bêtises. J'ai dû dire que l'émission c'était dimanche, c'était jeudi bien sûr. Il y a une journée de Libération qui vient à la maison pour faire un article. Bon, bah, ça arrive assez souvent. D'ailleurs, souvent je vous les montre, les journalistes qui viennent ici pour faire des reportages sur Twitch, tout ça. Est-ce qu'elle vient me libérer? Me dit Ifline. Ok, c'était nul. Non, non, ça va, je valide la blague. Elle vient pas me libérer parce que je suis assez heureux, mais elle vient. Alors, c'est un peu différent. Elle vient faire un article qu'on appelle le quatrième de couverture de Libération, c'est-à-dire, vous savez, c'est la dernière page, c'est la page du portrait. Voilà. Alors, c'est un article que moi, je lis tous les jours depuis des décennies, depuis que je lis Libé. C'est la quatrième de couve, comme on dit dans notre jargon. Et alors, dans notre métier, pour les présentateurs, les animateurs, faire le quatrième de couve de Libé, c'est quelque chose, en fait. C'est pas anodin, c'est quelque chose de fort. Pas seulement, c'est pas seulement une histoire d'ego, parce que ce portrait, c'est un portrait totalement libre. C'est-à-dire que là où la journaliste livre vraiment son ressenti sur la personne, en bien ou en mal. C'est-à-dire que si elle vient, elle écoute, elle regarde longtemps, la personne va rester au moins 2 heures, la journaliste de Libération, et puis elle écoute, elle prend des notes, elle pose plein de questions, elle regarde autour d'elle. Moi, je la reçois à la maison parce que bah, ça me dérange pas. Vous savez, je fais pas mal de trucs à la maison, notamment ça. Et elle vient, et puis et après, elle va écrire son papier. Et c'est très libre, et c'est très personnel. Voilà. Et ça peut être très positif, ou ça peut être très négatif. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est la liberté du journaliste. Donc c'est un moment un petit peu à part, c'est pas un article comme les autres, voilà. Donc je suis content que ça arrive, et puis après, ben, la liberté de la journaliste va s'exprimer, puis on verra ce qu'il en ressortira. Elle va peut-être écrire que je suis un gros fake, une énorme escroquerie, voilà, ou que je suis quelqu'un de cool, on ne sait pas. Voilà. Et donc c'est tout. Ça va durer un moment. Donc je suis à la fois content et en même temps, je me dis, tiens, bah, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, je ne suis pas inquiet mais anxieux, mais je voulais partager ce moment avec vous. Voilà. Est-ce que j'ai des exemples d'articles négatifs? Ouais, bah oui, il y a des articles qui sont un petit peu acides, un peu amers, notamment qui soulignent parfois que chez certains, il y a de la mise en scène, il y a quelque chose de faux, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que cet article, cet exercice est intéressant. Et quand ce sera publié, ça par contre, on ne sait pas. Bon, bah voilà le cadre les amis, merci d'être là, je suis vraiment super content de retrouver ce plaisir du stream et de Twitch, puisque j'en ai été empêché depuis mardi matin pour des raisons professionnelles, puisque c'est un petit job que je me suis rajouté, mais un parmi les autres. Est-ce que ma tablette marche, hein? Le week-end, le vendredi, samedi, dimanche, je ne vous lis pas les journaux papier que je récupère à France Info à la matinale, mais ceux que je télécharge sur ma tablette. Alors évidemment, il faut que la tablette marche, suspense intolérable. Attention, est-ce que ça va marcher? 3, 4. Merveilleux. Bon, c'est formidable. Alors, je vais vous dire, tout à fait honnêtement, j'ai pas été submergé de plaisir et d'émotion en lisant la presse ce matin, parce il y a des choses vraiment très intéressantes, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas un papier dont je me dis, waouh, comme récemment un papier sur l'euthanasie dans Le Parisien qui m'a totalement bougé, quoi, même bouleversé. Mais il y a des articles très intéressants, voilà. Notamment sur l'analyse de ce qui vient de se passer sur le front de la crise sanitaire en France. C'est quoi ce reconfinement? Est-ce que c'est vraiment un reconfinement? D'ailleurs, certains s'interrogeaient dans le chat pour l'Île-de-France, pour les Hauts-de-France. Voilà, analyse à propos de ça et puis à propos d'autres choses. Voyons rapidement les unes ensemble, et puis après on rentrera dans les articles. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Je prends Le Monde, vous l'avez avec moi, qui s'interroge sur le pari de la troisième voie. C'est quoi cette troisième voie sur le plan sanitaire? Le Monde explique un petit peu son analyse. Je vous parlais de l'euthanasie. Récemment, on a réfléchi ensemble à cette question ô combien difficile. Je me suis bien abstenu de faire un sondage. Je trouve que c'est tellement complexe. Voilà. Peut-être qu'un jour, on en fera un sur l'euthanasie à la faveur d'un très bel article sur une dame qui est partie se faire euthanasier dans un autre pays européen, puisqu'en France c'est illégal. C'était extrêmement émouvant. Et on lira avec Le Monde bien que l'Espagne vient d'approuver la loi sur l'euthanasie. C'est donc légal désormais en Espagne. Il est beaucoup question, quand je vous dis que je n'évite jamais les sujets qui fâchent, d'un certain Éric Zemmour,
Equinoctium me dit, je pense que tu pourrais être surpris par le résultat d'un sondage sur le sujet. Je suis toujours surpris par les sondages que je fais ici, toujours. Et c'est ça qui est bien. C'est parce que j'arrive jamais à anticiper ce que vous pensez. Et c'est tant mieux. Mais je préférais d'abord en parler longuement de la question de l'euthanasie avant de faire un sondage sur la question. On en a parlé longuement ensemble la dernière fois. Et peut-être qu'on fera un sondage après cet article sur l'Espagne. Beaucoup d'Éric Zemmour ce matin. Un article dans Le Monde sur cette sanction inédite envers CNews. 200 000 euros, je crois. 200 000 euros d'amende. Même pour une chaîne de télé, 200 000 euros, ça n'est pas anodin pour des propos d'Éric Zemmour. Lesquels, on verra, il y aura un article aussi à lire assez intéressant sur Éric Zemmour dans la presse sur Internet, dans Les Jours, excellent site d'information dont je vous recommande la lecture. Mais c'est sur abonnement. Bon, beaucoup de questions autour des annonces sanitaires. C'est à la une du Parisien. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, désormais dans les régions concernées? Il y a du rugby. C'est quand le rugby? C'est à 21h ce soir. C'est France-Galles. Pas la chanteuse, hein. Désolé pour le jeu de mots pourri. France-Galles, c'est bien le match. Alors le match qui va décider pour partie si la France a encore un espoir de gagner le tournoi Destination. Alors pour le Grand Chelem, c'est foutu puisqu'on a perdu face aux Anglais, mais on peut encore gagner le tournoi Destination. Mais pour ça, il faut absolument battre les Gallois, invaincus jusque-là. Donc on en parle dans le Parisien, on en parlera dans l'équipe. Bien sûr, Libération se penche donc sur ce confinement un peu étrange, ce confinement qui prend l'air. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ce sera suffisant? Regardez, se demande Libération qui parle d'un confinement light. Avec Libé, parler de Zemmour, c'est lui faire de la pub avant les élections. Tu verras la manière dont on va en parler Zemmour, c'est Delmat95 qui me dit ça. La manière dont on va en parler, on n'est pas vraiment dans la publicité. Ici, je dis ça, je dis rien. Il y en a qui en peuvent plus de Zoom, des applications d'échange par vidéo, notamment pour le travail. Zoom, flemme, je valide à mort le titre. Eh ben, il y a une appli qui peut nous permettre peut-être d'échapper à la tyrannie de Zoom. C'est vachement intéressant. C'est Libération qui nous explique ça. Bon, le Figaro est aussi sur les mesures sanitaires et constate avec un sondage bien que les Français n'en peuvent plus. La grande lassitude, le degré d'acceptabilité, ce mot très important dont on a pas mal usé ces derniers temps, le degré d'acceptabilité en France est plutôt en train de diminuer. Les Français n'en peuvent plus, constat de ce sondage. Tiens, je vous demanderai ce que vous en pensez. Et puis l'opinion fait également sa une ce matin sur finalement le moral des Français en se demandant si on n'a pas atteint le point de rupture. La Croix, j'ai lu La Croix pour vous aussi ce matin, même en me réveillant à 6h30 avec un petit peu de retard, j'ai réussi à faire le tour de toute la presse nationale que j'avais sur ma tablette. Donc pas seulement pour parler de cette année de la famille voulue par le pape François, bon ça fait la une, mais ça m'a pas trop interpellé, mais plutôt sur un rapport de la Cour des comptes qui estime, un petit peu à rebours des idées reçues, que l'État a plutôt finalement bien réagi à la crise sanitaire. Je sais dans le chat. Quoi? L'État a bien réagi à la crise sanitaire? Alors, le constat de la Cour des comptes, c'est les magistrats de la Cour des comptes, c'est que l'État, oui, était mal préparé à la crise, oui, n'a pas tout fait très très bien, ici on est les premiers à le dire, mais a plutôt bien réagi au niveau des administrations. Voilà. On ne sait pas si d'autres auraient fait mieux, me dit Fano Lepsis, tandis que la grande asperge, je valide le pseudo, me rappelle le bilan. En France, 90 000 morts. Je n'ai pas. Voilà, les masques ne servent à rien, me disait Jérém. Donc je sais que ça fait beaucoup réagir, mais en tout cas, la Cour des comptes estime que l'État, mal préparé, a correctement réagi au niveau de ses administrations. Ça va un petit peu à rebours de tout ce qu'on lit, donc je voulais le lire avec vous, cet article. L'équipe, la mission, il y a mission impossible, et puis il y a mission pas facile pour les Bleus ce soir. Alors ils étaient donnés ultra favoris face à l'Angleterre, ils ont perdu. Contre le Pays de Galles, ça va être chaud. Invaincus, les Dragons Rouges, j'adore le surnom de cette équipe. Mission pas facile, donc on lira l'équipe ensemble. Et puis comme il n'y a pas que le foot dans la vie, on parlera de ski aussi, parce que je trouve que parfois les autres sports passent un peu trop au second plan. Et il y a un jour très important pour lui. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le Français Alexis Pinturo. C'est notre plus grand skieur actuellement. Il marche sur les pas des plus grands. Kili, qui on a eu après Kili, son nom m'échappe, mais voilà, on est vraiment avec l'un des plus grands skieurs de l'histoire de notre pays. Et pourtant, on en parle très peu d'Alexis Pinturo. Voilà, Gogo Pinturo me dit Patapoul qui doit suivre un petit peu le ski. Et c'est une journée essentielle aujourd'hui, très importante pour lui, puisqu'il peut-être remporter le Grand Globe. C'est vraiment le trophée ultime. Le dernier qu'il a remporté, c'est...
Ah, merci, Luc Alphand. Bah, ouais, bravo, super. Voilà. Après qui dit, c'est Luc Alphand que je cherchais, et vous êtes plusieurs, comme Bon Toutou, tout. Bon, c'est pas Bon Toutou, c'est Bon Toutou, qui me précise Luc Alphand, exactement. Voilà. Donc on parlera aussi un petit peu de Pinturo pour l'encourager. On lui souhaite le meilleur aujourd'hui. Quand je vous disais qu'on parlait beaucoup de ce monsieur, alors ça c'est pas Pinturo, c'est pas du tout un skieur, même s'il est plutôt adepte des dérapages. Ouh, elle n'était pas préparée celle-là. Vous validez ou pas? Cet homme n'est pas un skieur, même s'il est plutôt adepte des dérapages. Vous validez ou pas? C'était improvisé ça. C'était pas mal? Vous validez? C'était pas mal, non? Oh, c'est un pro ça, hein? Allez, je me donne une gommette. J'en aurai une, je me la collerai sur le front. Hein, ouais. Ah, je suis fier de ma connerie là. Bon, alors, dans l'excellent site d'information Les Jours, un article sur Zemmour, le CSA qui sanctionne le business de la haine, et puis les jours qui ont voulu aller au-delà de Zemmour et qui se sont penchés sur le patron d'Éric Zemmour, un certain monsieur Bolloré, estimant que tout ça fait peut-être partie de quelque chose qui dépasse Éric Zemmour, d'une stratégie globale qui ne dit pas son nom et qui n'est pas super, super positive. Hein, selon Les Jours, il y a une analyse qui va un petit peu au-delà de l'amende de 200 000 € que j'ai trouvé très intéressante. On lira cet article ensemble. Voilà. Et puis ça, c'était André Chédid, tout simplement parce qu'elle est née, l'écrivaine, un 20 mars, et que je me suis servi de cette image pour mon bon anniversaire que je poste tous les matins sur Twitter. Pour ceux qui ne savent pas, tous les matins depuis je ne sais pas combien de mois, tous les matins. Alors, parfois c'est 2 heures, parfois c'est 3 heures, parfois c'est 4 heures, parfois c'est 5 heures, parfois c'est 6 heures, parfois je suis très en retard. Ce matin c'était 9 heures. Je souhaite un bon anniversaire, selon l'expression consacrée, un doux, lumineux et joyeux anniversaire à toutes celles qui sont nées ce jour. Je mets de la météo, je mets de la musique et je mets les personnalités nées ce jour. Donc, ce matin c'était 9 heures. Voilà. Bon, eh ben, les amis, je crois qu'on va pouvoir y aller. Quelle heure il est? 9h32. 9h32, on est ensemble jusqu'à 11h. Et si on faisait un petit tour par la presse en région ce matin, hein, un petit peu à l'arrache, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de la parcourir. Mais c'est intéressant de voir sur quoi va se pencher la presse en région ce matin. Moi, je fais le pari qu'il y aura beaucoup, beaucoup de crises sanitaires. Allons voir rapidement les unes de la presse en région. Je vois que ça valide. Certains me disent café. Non, j'ai commencé à 9h15. J'ai pas le droit au café avant un quart d'heure. Non, non, soyons... Ouais, Chester, bien sûr. Chester. Chester, regardez, il y a quelqu'un qui fait référence à Chester dans le chat. Alors, qui est Chester? Bim, voilà. Lui aussi, tac, il est né à 20 mars, c'est Chester Bennington, qui est l'ancien leader de Linkin Park, qui est l'un de mes groupes préférés, et qui est parti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Qui est quelqu'un... qui est un immense artiste que j'aimais beaucoup et qui est parti beaucoup trop tôt. Chester Bennington. Voilà. Penchez-vous sur son histoire parce qu'elle est, elle est forte, elle est étonnante. Et voilà, c'est un grand monsieur de la musique. Merci pour l'hommage à l'instant et à tous les F que je vois dans le chat. Allez, on va voir la presse quotidienne en région. Même si je ne l'ai pas lue, on va la lire ensemble parce qu'on a la chance d'avoir une belle presse en région. Et il faut la lire pour la faire vivre. Vous connaissez mon credo là-dessus. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne la presse en région ce matin? Bon, alors j'ai fait le pari que il y avait beaucoup de crises sanitaires. Bon, on ne se trompe pas trop. La Voix du Nord, confinement différent, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Il ne ressemble pas tout à fait aux autres, celui-ci, avec la règle des 10 km désormais. Le fait qu'on est plutôt incité à sortir d'ailleurs. Donc, confinement différent, mode d'emploi différent. Titre, La Voix du Nord. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, voilà, toujours la même préoccupation du côté de Nord-Éclair. Reconfinement, ce que vous pourrez faire. Bon, ce sont des informations que je ne vous donne pas parce qu'elles sont très facile d'accès. Hein. Quelles sont les règles de ce nouveau confinement? Vous les trouvez assez facilement dans les journaux ou sur Internet. Bah oui, alors les grands perdants de cette histoire, dans les Hauts-de-France et en région parisienne, c'est bien sûr les commerces dits non essentiels, qui le sont parfois pourtant. Encore un coup dur pour le petit commerce. Titre, le Courrier Picard, une pensée émue ce matin. Tiens, c'est drôle ça. J'avais pas vu ça. Pour les commerçants, c'est quoi ça? Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Regardez en haut à droite. Bon, là, je le vis en direct avec vous parce que j'ai pas vu l'article. Une enquête dans l'arrière-cuisine de François Ruffin. Ouais, intéressant. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais François Ruffin, il fait effectivement souvent ses interventions, des petits messages qu'il poste sur Internet depuis sa cuisine. Hein, voilà. Et alors, je vois un livre, une enquête sur l'arrière-cuisine de François Ruffin. On va voir rapidement de quoi il s'agit. Bon, genre, je vais voir si c'est intéressant. Page 10.
quoi il s'agit? Ça m'a toujours intrigué, moi, cette cuisine. Oula! Oula, oui, c'est un petit peu critique. Ah, puis il y a une réponse de François Ruffin. Bon, ok. Bon, allez, je vous signale rapidement cet article, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Regardez. En fait, c'est un livre un petit peu qui accuse, manifestement. C'est une journaliste amiénoise que vous voyez ici, Myriam Alaoui, qui signe une biographie non autorisée, comme on dit. Alors ça veut dire, c'est pas très sympa en général, du député de la Somme, François Ruffin, qui évoque le parcours de cet ovni politique, plus électron libre à ses yeux que véritable insoumis. Ah, d'accord, ouais. Elle dit que c'est pas le patron rêvé. De quoi s'agit-il? Bon, lisons rapidement. Voilà. Et puis donnons la parole aussi à François Ruffin, parce que je vois qu'il a répondu, c'est important. Alors, de quoi s'agit-il? Donc c'est une journaliste qui est passée par RTL Le Point, notamment, qui est journaliste indépendante. D'accord. Ok. Ouais. Oui. D'accord. J'ai rencontré des militants insoumis qui m'ont parlé de lui en vrai. Je me suis rendu compte qu'il y avait une face cachée, une sorte de décalage entre ce que François Ruffin montre devant les caméras et une certaine réalité. C'est-à-dire, demande le journaliste, par exemple, qu'il n'était pas le patron rêvé, alors qu'il est le premier à défendre la cause des précaires. Dans sa gestion politique, c'est quelqu'un qui a également du mal à déléguer, qui est très centralisateur. J'ai voulu creuser. Ouais, d'accord, oui. Le titre de votre livre est assez fort. Vous qualifiez François Ruffin d'opportuniste, des accusations qui sont assez graves. Oui, d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord, oui. Ouais, ça me semble pas très, pourtant, pas très violent, quoi. Ok. Bon, extrait du livre. Extrait du livre, puis on donnera la parole à François Ruffin, parce que je vois qu'il a réagi. Un patron dur à vivre, une sorte d'essoreuse au management autoritaire, oula, qui paye mal ses salariés dans son journal Fakir comme à l'Assemblée. Dans cette biographie non autorisée publiée aux éditions Robert Laffont, il est intitulé François Ruffin, l'ascension d'un opportuniste. Ouh, le titre, il est quand même... Hein. La journaliste, donc Myriam Alaoui, décortique avec minutie le riche parcours du célèbre député reporter. Hein. Sur la base de témoignages d'anciens camarades ou collaborateurs, d'archives ou d'échanges de mails, la journaliste livre une enquête bien ficelée qui tente de lever le voile sur l'un des députés les plus brillants, les plus tonitruants du paysage politico-médiatique français. Ok. Quelles sont les accusations? François Ruffin, grand pourfendeur des grands patrons, ardent défenseur des opprimés, est ici présenté comme un chef autoritaire, diantre, pingre, incapable de déléguer, sûr de son talent et de son talent seulement. Ouh là là là, c'est pas très sympa. Ok, d'accord. Bon, bah alors, un livre un peu accusateur sur la personnalité. Et alors, que répond François Ruffin? Parce que moi, je trouve toujours intéressant de donner la parole aux deux parties. Le journal a posé 3 questions à François Ruffin, le député de la Somme. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? Alors, ouais. Un long passage remet en cause votre gestion du journal Fakir. Le livre se fonde sur des événements passés, d'avant. Ouais, ok. Pendant longtemps, le journal reposait sur du bénévolat, des contrats courts avec des paies faibles pour moi comme pour les autres. J'en parle au passé parce que depuis 2017, l'association est sortie de la pauvreté, de la précarité. Je suis resté bénévole, mais Fakir compte désormais 10 salariés et 3 pigistes. Ok. Et l'auteur laisse entendre que vous agissez par opportunisme politique. Réponse de l'intéressé. Pourquoi, pour qui je me suis engagé dans le journalisme et dans la politique pour défendre les ouvriers, les mal logés, les écoles, les femmes de ménage. À eux, je suis fidèle sans rien lâcher. Mais justement, ces femmes et ces hommes que j'ai placés au cœur de mon parcours, que j'accompagne depuis 20 ans, il n'y en a pas trace dans ce livre. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Ma biographie, Les Invisibles, reste invisible ici aussi. Bon, eh ben, écoutez, moi je ne connais pas François Ruffin. Je ne sais pas que penser de ce livre. En tout cas, il est accusateur, mais François Ruffin se défend dans le journal. Bon, on a bien fait de feuilleter la presse en région parce qu'il y a des choses. Beaucoup de une sur la presse sanitaire, je vous le disais. Confiné, ça change quoi? Se demande par exemple l'aine nouvelle. Bon, c'est vraiment la question du moment. J'aime bien Ouest France parce que Ouest France fait souvent le choix de une décalée, personnelle en tout cas, pas forcément en reprenant l'actualité dominante, comme regardez avec cette une, nous croulons sous ces déchets, à quand la fin du tout plastique? Voilà un dossier intéressant. De Bayeux à la Turquie, des plages des Landes au nord, au fond des mers, sous forme de déchets au microscopique, le plastique est partout, c'est même un numéro spécial qu'annonce Ouest France, bravo. Et si la loi restreint doucement son usage, doucement, son recyclage demeure difficile, mais comment quitter cette ère du tout plastique? Quelles
alternative à ce matériau pratique et résistant. Alors là, si vous avez l'occasion de lire ou de télécharger Ouest France ce matin, bah, je pense que ça peut être sympa à lire. À lire donc dans Ouest France. Tiens, bah, d'ailleurs, il y a un édito, on peut peut-être en lire un petit exemple, un petit extrait, pardon. Philippe Boissonnat, que dit-il? Ouais, 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 ouais. On dit que c'est compliqué, quoi. Résistant, léger, bon marché, polyvalent, le plastique a longtemps eu tout pour lui. Donc comment s'en passer? Rien ne se fera, c'est la conclusion de l'édito. Bon, bah, c'est à nous de jouer, hein. En gros, c'est ça la philosophie. Rien ne se fera sans une forte implication des consommateurs. Pour réduire notre dépendance au plastique, il faut se reposer des questions qui ne se posaient plus, celles de l'emballage, du jetable, du temps consacré à la préparation, au nettoyage, à la conservation des produits dont on fait l'acquisition. L'essor du vrac en magasin est un début encourageant, par exemple. Bon, bah, j'aime cette philosophie de nous dire qu'il ne suffit pas d'attendre des mesures qui viennent d'en haut pour réduire les problèmes notamment de pollution par rapport à l'environnement. La réponse est souvent dans notre camp, chez nous, en tant que consommateurs. Je suis assez d'accord avec cette philosophie. Je prends souvent un exemple, vous savez, ces derniers temps, dans les hypermarchés, eh bien, la qualité des œufs proposés a vachement augmenté. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'œufs produits par des poules, vous savez, entassés dans des batteries, enfin, des trucs totalement affreux. Voilà. Il y a de plus en plus d'œufs pondus par des poules dans des conditions, comment dire, décentes, correctes. Voilà. Et vous savez de qui ça vient? Ça vient des consommateurs. C'est pas les hypermarchés qu'on dit ah ouais c'est pas bien de proposer ces produits là avec ces poules, les pauvres qui sont essorées là, qui sont voilà, entassées dans des batteries. C'est pas venu des hypermarchés, c'est venu des consommateurs. C'est-à-dire que comme la demande des consommateurs a explosé pour les œufs produits dans des conditions correctes pour les poules, eh bien les hypermarchés, la grande distribution s'est adaptée et aujourd'hui il est très difficile de trouver finalement des œufs produits dans des qualités qui sont pas bonnes pour les pondeuses. C'est venu du consommateur. Moi, je crois à ça. C'est à nous de changer notre quotidien pour améliorer les choses sur le front de l'environnement, notamment. Ok. Donc, à lire dans Ouest France. Qu'est-ce que c'est que cette une de ruée vers l'ouest? Oui, ça s'était redouté. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement en termes de quantité de population? La ruée vers l'ouest, Covid-19. Presse Océan, c'est le journal de la région de Nantes. Gare de Nantes hier, parmi les voyageurs, des Parisiens, voilà les méchants Parisiens, qui ont quitté la capitale pour se soustraire au confinement de l'Île-de-France, effectif depuis hier soir. Bon, on sait depuis le début de la crise sanitaire que c'est un classique. Bon, la question c'est, est-ce que c'est mesuré, hein? Est-ce qu'on a des hordes de méchants Parisiens qui se précipitent en Bretagne? C'est toute la question. En tout cas, Presse Océan, on parle ce matin. C'est intéressant. Ok. Bah oui, débat sur les commerces, bien sûr. Hein. Commerce, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Voilà. Comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles mesures, on se demande, et les commerçants les premiers, quels sont les commerçants concernés par les nouvelles règles? C'est à la une de Nord Littoral. Beaucoup de questions. À chaque fois qu'il y a des nouvelles règles, on se demande, on peut ou on peut pas? Se demande Paris-Normandie. Ce sera précisé dans les prochains jours, dans les jours qui suivent les annonces. Souvent, il y a un petit peu de flou. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'OVNI? J'adore parce qu'en fait, j'ai pas lu la presse régionale, je vous la découvre avec vous. Je reviens à la Bretagne, je vois Gisbot qui me dit j'habite à Dinard et comme aux autres confinements, ça se remplit. Vous aurez noté que moi je suis resté à Paris. Il y a des Bretons là qui peuvent voilà, constater voilà, vous êtes sur les poules aussi, ok. Hop. Libre, ouais, beaucoup de voitures hier soir à Bordeaux, me dit-on. Venez vivre en Vendée, JPO 85. Oh, merci à toi de nous inviter comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette une? Alors j'adore parce que ce matin, comme je suis à l'arrache, je découvre la presse en région avec vous. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'OVNI? On est où là? On est dans la région de Montpellier avec le Midi Libre. Oh, j'adore, moi. J'adore. Je suis fasciné par ces histoires d'OVNI. Fasciné. Mystérieuse OVNI. Attends, elle est où ma musique? Il faut que je mette ma musique qui fait peur là. Oh, elle est où ma musique? Un peu ma musique d'OVNI. On la refait. Mystérieuse OVNI. J'ai toujours dit que c'était imminent, qu'ils allaient arriver, qu'on allait pouvoir discuter avec eux, les interroger, les interviewer. Ah mais non, regardez, pas si sûr. Ah, je suis déçu. Mystérieuse OVNI, pas si sûr. De quoi s'agit-il à Toulouse? Le GEPAN. Ah, je connais ça, le GEPAN, on va voir ce que c'est. Que c'est le GEPAN. Je sais ce que c'est le GEPAN. C'est le groupe, je sais plus quoi, d'enquête là, sur les phénomènes, trucs. On y va. Ça dépend du CNES, je crois. On y va. Hop, si je fais ça,
si je fais ça, si je fais ça, bam, regardez, magique. Donc, le GEPAN, j'espère que je prononce bien. Peut-être le GEPAN d'ailleurs, c'est groupe. Peut-être GEPAN. Ah, je sais pas. GEPAN, GEPAN, je sais pas. On s'en fiche. C'est surtout le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ouais, c'est une cellule d'enquête sur les extraterrestres, moi je te dis surtout. Ok, ça dépend du CNES, je crois. Voilà, un service du CNES, du Centre national d'études spatiales. Donc c'est super sérieux, hein. On n'est pas avec des zigotos là, hein, qui se font des films. Ok, on est avec des gens sérieux. Je rallume ma tablette et on lit l'article donc du Midi Libre. À Toulouse, le GEPAN, ou le GEPAN, désolé, enquête sur les phénomènes étranges. Ting, ting, ting. Il reçoit 600 signalements chaque année. Je vous avais dit qu'ils étaient là, ils sont là. C'est le MIB français, me dit Moquette 78. Magnifique pseudo. Oui, c'est le MIB français, exactement. Alors c'est marrant parce que il y a un débat sur GEPAN. GEPAN, voilà. C'est G comme GIF. D'accord. Voilà. Donc même si c'est groupe, c'est GEPAN. Ok. Donc, c'est quoi cette histoire? 600 signalements chaque année pour le GEPAN et trouve souvent une explication scientifique. Ah zut. 4 exemples de notre région. On va voir ça ou quoi? Allez, je vais vous trouver l'article. Bougez pas. Alors c'est où ça? Page Occitanie. Je connais le journal, le Midi Libre, c'est souvent très loin ça. Les pages Occitanie, c'est loin. Alors c'est où les pages Occitanie? Tintin, j'adore cette histoire. Alors, bougez pas, hein. Ok. Alors, elles sont où nos pages? Je rêve de cette histoire. J'espère que je vais pas être déçu. J'espère qu'on a une photo d'extraterrestre. Oh, imaginez une photo d'extraterrestre. Ce serait trop top. Quelle couleur il est? Est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il est... Oh, tout dingue. Je cherche, hein. Bon, en fait, c'est beaucoup moins loin que je pensais. Je suis parti de la fin, j'aurais dû partir du début. Voilà, la revue de presse de Samuel Etienne, c'est passionnant. Le mec, il cherche les articles, en fait. Il les lit pas vraiment, il les cherche. Mais je les ai... Oh, j'ai pas les pages Occitanie. J'ai pas le repage Occitanie dans mon abonnement. Ne me dis pas que c'est pas vrai. J'ai pas les pages locales. Ne me dis pas que j'ai pas le droit. Ouh, ça, si c'est ça, ça va. Ouh là là, je crois que j'ai pas les pages. Ouh, ça va pas aller. Du sport. Allez, on feuillette ensemble, ce sera plus marrant pour vous. Ok. Le sport. Ok. Le sport. Ok. La crise sanitaire. Ok. Attends, les extraterrestres, c'est quand même plus important, non? C'est bon, j'ai trouvé. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'ils ont leur attestation de déplacement, les extraterrestres? Bonne question de Tata Zozo, qui se cache derrière le très sérieux bureau des ovnis. Ok, bon ça c'est le... Depuis 77, hein, ce minuscule service du CNES étudie les phénomènes aérospatiaux non identifiés observés par les Français et tente d'apporter des réponses scientifiques quand c'est possible. Donc, la plupart du temps, c'est expliqué scientifiquement. D'accord. Alors, on a une interview de Roger Baldacchino, qui est responsable du GEPAN. Alors, on lui demande est-ce que les observations humaines sont fiables, hein, quand on pense voir un ovni. Alors, nous ne travaillons qu'à partir de témoignages. C'est pour ça que nous avons des questionnaires très précis, notamment pour définir la position du témoin lors de l'observation. C'est très sérieux. Voilà, on vous écoute, on ne vous juge pas. Très bien. Le GEPAN a-t-il déjà été menacé? Ah oui, non, ok, d'accord. Et les extraterrestres dans tout ça? Ah, on y est. Le CNES est un centre d'études, pas un centre de recherche. On travaille par rapport aux connaissances actuelles de la science. Nous ne sommes ni dans le paranormal, ni dans la science-fiction. Pour les amateurs d'ufologie, nous sommes un peu des briseurs de rêves. Oh, zut. Mais quand on n'arrive pas à expliquer les choses... Chacun est libre d'imaginer ce qu'il veut. Nous sachons... Pour ma part, je pense que c'est que nous n'avons pas été bons ou que les données n'étaient pas suffisantes. Ouais. D'accord, ok. Bon, là, il est classé D, c'est quoi ça? Ouais. Alors, regardez, c'est classé en vert ou en rouge. Il y a des trucs qu'on explique, il y a des trucs qu'on ne sait pas expliquer. Celui-là, il est bien ou pas? Ok, classé D. Flavin, 96, dans l'Aveyron. En septembre 96, une mère et sa fille quittent Flavin en voiture à une dizaine de mètres de la route. Elles se retrouvent face à ce qu'elles décrivent comme un engin en suspension à 4 mètres du sol. C'est pas un scooter, ça. C'est pas un tracteur. Composé d'une jupe ovoïde et d'un cylindre. Hein? C'est pas un monospace, ça. Et surmonté d'une lumière semblable à un gyrophare.
Bon, c'est pas une voiture de policier. 4 mètres du sol. Le soir même, les témoins fournissent 2 dessins. Le lendemain, elles sont entendues par les gendarmes et les patrouilles sont envoyées sur le terrain. Aucune trace n'est retrouvée. Ah zut. Aucun autre témoin ne se manifeste. Les données des radars et du trafic aérien ne fourniront pas plus d'explications. Le phénomène reste toujours inexpliqué. Voilà. Une mère et sa fille. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ah, je regrette pas d'avoir lu la presse régionale. On se régale ce matin. Et puis ça nous aère un petit peu la tête de, par exemple, ce fort rebond de l'épidémie dans les PO, les Pyrénées-Orientales, qui sont à la une de l'Indépendant catalan. Oh, le service de com du Premier ministre, c'est quoi cette photo de Jean Castex qui se fait, qui se fait. Elle est pas sexy cette photo. Franchement, la com du Premier ministre. Mais regardez le pauvre. Genre, non, non, pas la pique. Oh, franchement, il n'y avait pas une. Ça se contrôle une photo. Regardez l'infirmière comme elle y va. Et clac. On sent que limite elle prend des l'élan. Tiens, monsieur le Premier ministre, tiens. C'est pour ta politique, ça. Tac. Et regardez. Il sait elle va le planter là. Tac. Regardez. Et vous savez pourquoi je rigole? Parce que vous vous rappelez de la photo? Je vais aller la chercher. La photo d'Olivier Véran, dont on s'est beaucoup moqué aussi. Enfin, pas moi, moi je suis un garçon sérieux. Je m'en mêle, j'ai trop de fils. Puis j'ai rajouté une deuxième caméra là, pour des projets secrets. Il faudra que je vous en parle. Olivier Véran qui se fait vacciner, c'était autre chose quand même. C'était en mode un peu Tom Cruise. Véran, on a tout, le ministre de la Santé, on a tous vu cette photo. Vaccination, vaccin. Paf, je vous la trouve. Alors, image. Ah, c'était autre chose, hein. Espèce de beau gosse. Tac. Si je zoome là, est-ce que je vous la mets? Ouais. C'est autre chose, ça, hein. Regardez, paf, je l'ai trouvé chez mes confrères d'RTL. Voilà. Elle est où? Elle est là. Voilà. Hop, sur le site d'RTL. Regardez là, c'est autre chose quand même. Le bras musclé, voilà, la chemise baissée, hop, on remonte juste au-dessus du téton, le regard est calme, genre ouais, ah vas-y, tu peux y aller, impeccable, tu vois, genre en mode assuré, quoi, tu vois, et puis il y a une composition, ça, c'est presque un tableau là, on est d'accord, quoi, d'accord, donc on a ça, donc en mode, voilà, ça c'est cliché un peu maîtrisé, belle photo, d'accord, ok, et je vous remets quand même donc le Premier ministre, ça fait tac. C'est pas la même photo, hein. Regardez. Tac. Olivier Véran. Ok, vas-y, baby. Vas-y, tu peux y aller. Il n'y a aucun problème. Regarde le body du bonhomme, tu vois. Et paf. Ouh, ça. Oui, non. Attention, madame, ça va piquer là. Tac, tac. Et vas-y, pas de problème. Et. Ah, on est d'accord. Les gars, la com du Premier ministre, là, ça. On peut faire mieux, là, non? Oh, j'adore cette photo. Alors, je me régale. Vous voyez, j'ai pas vu la presse. Je regrette pas de découvrir la presse en région avec vous parce que je l'avais pas lu. Et là, on se régale. Bon, qu'est-ce que je lis avec vous encore? Regardez comment ça s'inquiète en région. Restez chez vous, les Parisiens. C'était Presse Océan tout à l'heure du côté de Nantes qui disait pop, les Parisiens arrivent à la gare de Nantes, c'est une catastrophe. Et ici, la République des Pyrénées, est-ce que les Parisiens vont se réfugier dans le 64? Ils sont mal polis, ils sont pas gentils, ils conduisent mal, ils se prennent pour les rois les rois de la vie, ils viennent avec leur Covid. C'est pas écrit, ça, c'est tout ce que j'imagine moi. Nous sommes, les coquins de la République du Pyrénées, nous sommes rendus à l'arrivée d'un TGV Paris-Pau hier après-midi, à quelques heures du confinement. Et oh, mais regarde, il ressemble bien une tête de Parisien. Ça c'est une Parisienne, ça. Oh, j'adore. Ah là. Oh là, kiffe la presse en région ce matin. Bon, on se pose des questions, là je redeviens sérieux sur quelles sont les mesures, comment il faut les respecter, exactement, le grand flou, c'est ce que je vous disais dans les jours qui suivent les annonces. Samuel qui se venge de la rencontre avec Jean Castex, pas du tout, j'ai kiffé cette rencontre parce que j'ai trouvé qu'elle nous a beaucoup dit de la politique en France, de la façon dont on faisait de la politique en France, à mon avis pas toujours de façon adaptée. Moi, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc je suis très content qu'il soit venu, au contraire. Voilà. Et donc, dans les jours qui suivent, il y a les annonces, il y a toujours beaucoup d'interrogations. D'ici quelques jours, on saura à peu près, mais le sud-ouest, du côté de Bordeaux, parle du grand flou. Si je prends la Provence, qui est le grand journal de Marseille, d'accord, donc là, c'est la parole à l'opposition. Voilà, c'est la présidente LR du département, Madame Vassal. Interview, ok.
D'accord, donc on est plutôt sur l'actualité locale. Allez, je continue la presse en région. Et après, on ira voir la presse nationale quand même. Puis on fera une petite pause café, puisqu'on est en train de. Ouh, j'ai même normalement, c'est café tous les 30 minutes ici. Puis là, à 45, j'aurais dû boire un café. Mais emporté par la presse régionale, j'ai oublié, c'est pas grave. Pourquoi il quitte Paris, le Télégramme? Journal breton, c'est toujours pareil. J'adore. De nombreux habitants des départements confinés depuis cette nuit ont rejoint la Bretagne, par le train ou par la route. Ouais, c'est l'invasion, quoi. Hein. Souvent montrés du doigt. Le Parisien. Parisien. Il s'explique sur les raisons qui les poussent à fuir Paris et d'autres villes. Ah, il n'y a pas que des Parisiens. Ok, bon, moi je suis resté là. Ok. Coup dur pour les commerces, c'est la une de Nice matin. Voilà, je redeviens sérieux parce que franchement, pour les PME, pour les petits commerces, la période est tellement compliquée. Soutien à eux. Tiens, il faudra que je leur donne la parole aussi. Qu'on fasse une parole, Étienne, sur les commerçants. Une bonne idée. Voilà. Le mec qui lance les idées et qui les valide en même temps. Oh, bonne idée, Samuel Etienne. Oh, oh, oh. Bien joué. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je suis content d'avoir fait ce petit tour de la presse en région, parce qu'il y a quand même des histoires assez intéressantes sur Monsieur Ruffin, sur les ovnis et sur ces départements en région qui s'inquiètent un petit peu de l'arrivée, notamment des Parisiens. Et si on se faisait un petit café, quelle heure il est? Quelle heure il est? C'est l'heure, là, on est en retard même. Bon, hein, parce que ça commence déjà à ralentir là-haut. Et si ça ralentit, je vais dire moins de bêtises. Hein, donc il faut. J'ai pas dit plus de bêtises, moins de bêtises. Ce qui est bon ici, c'est les bêtises justement. Donc un petit café à 9h56. Je vous envoie la musique du café. Et vous buvez ce que vous voulez, bien sûr. Tu pourrais pas inviter des gens réels, des citoyens tant qu'à faire, me dit Givre Mordant. Je ne fais que ça. Bien avant de lancer c'est quoi mon rendez-vous avec les invités? C'est la rencontre Étienne. J'avais lancé la parole Étienne. J'avais fait 2 numéros, un consacré aux étudiants, un consacré au télétravail, où pendant 3 heures, je donne la parole. Eh ben, aux viewers qui me laissent un message sur Twitter avec leurs coordonnées, un petit prénom, un numéro de téléphone, ce qu'ils veulent dire sur le sujet. Donc j'ai fait ça bien avant de donner la parole aux citoyens. Voilà, je tiens à le préciser. Bon, et café ou pas café? Arrêtez de me distraire. Café. Je dis merci à la vie. Non, ça c'est Édouard Baird. Puisque j'ai lancé Édouard Baird, un petit Édouard Baird, ça fait jamais de mal. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. L'immense Édouard Baird. Bon, la musique du café, elle est là? Ouais, café. J'adore dans le chat, j'adore lire les petites critiques parce que les critiques elles font plus avancer que les compliments. Tu parles trop de toi, Étienne, me disait quelqu'un. Alors déjà, tu me connais pas des masses parce que en fait moi c'est Samuel, hein, Étienne c'est mon nom de famille, voilà. Donc et puis en plus c'est ma chaîne. Donc il arrive que je parle de moi parce que c'est ma chaîne et que comme tous les présentateurs j'ai un ego comme ça. Mais sinon, je m'appelle Samuel. Voilà. Et bienvenue à toi. Bon, on va voir la presse nationale ou pas? Vamos, voir la presse nationale. Où il est question ce matin de confinement, de reconfinement, d'Éric Zemmour, ouh là là, la polémique. Et puis d'euthanasie aussi. C'est parti avec Le Monde. 9h58, on est ensemble encore pour 1 heure. C'est bien. Pour ceux qui arrivent que maintenant, on a fait la presse en région, on a bu du café, on a parlé des ovnis, j'ai dit plein de bêtises, et maintenant on attaque la presse nationale. Autant dire que vous n'avez pas raté l'essentiel. Vamos, Le Monde. Alors donc le confinement, certains disent c'est pas vraiment un confinement, c'est le pari d'une troisième voie. C'est-à-dire, lisons ces quelques mots du Monde. Alors quand vous n'avez pas le temps de vous pencher sur l'actualité, vous savez quoi? C'est un petit truc que je vous donne. Vous prenez la une du Monde et vous lisez juste la première page. Parce que c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien résumé et souvent, on peut se passer de lire la suite. En tout cas, vous avez l'essentiel. C'est vraiment bien fait, cette première page du Monde. Lisons justement cette première page, qui nous rappelle un petit peu les infos essentielles de ces derniers jours. Le Premier ministre Jean Castex, c'est le monsieur qui se faisait vacciner tout à l'heure, a donc annoncé jeudi un nouveau tour de vis pour 21 millions de Français. Dans 16 départements, seuls les commerces vendant des biens de première nécessité pourront rester ouverts et l'attestation de déplacement et de retour pour au moins 4 semaines. Au moins
L'exécutif veut croire que ces mesures lui permettront de tenir jusqu'à la mi-avril avec l'objectif d'avoir vacciné 10 millions de personnes d'ici là. Le mot important, c'est objectif. Alors les règles, limitation des sorties à un rayon de 10 km avec attestation, fermeture des commerces non essentiels, maintien des écoles ouvertes, ça c'est super important, enseignement hybride au lycée, couvre-feu national à 19h, le détail des nouvelles mesures, on rappelle pour l'Île-de-France et pour les Hauts-de-France. Et puis 2 autres départements de l'Ouest aussi. Vaccination, l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca reprend pour ceux qui ont raté l'information après la suspension, puisqu'il y a eu avis favorable de l'Agence européenne des médicaments. Au niveau économie, on en a parlé avec plusieurs journaux en région, les annonces du gouvernement sont un coup de massue pour les commerçants visés. Et puis enfin les hôpitaux dans les services de réanimation qui accueillent plus de 4200 patients. On est arrivé à la ligne de danger et c'est pour ça que j'ai envie de donner la parole aux soignants. On fera peut-être La parole Étienne dimanche soir, donc demain à 18h. Je vais donner la parole aux soignants. Je vous annonce ça sur Twitter. On va avoir d'autres articles sur la crise sanitaire et le confinement, mais faisons un détour par la page 5 du Monde pour parler de l'euthanasie. Dimanche dernier, je vous ai lu un article extrêmement émouvant d'une dame, d'une ancienne femme politique, une élue de la région Franche-Comté, qui face à une maladie dégénérative, a choisi le suicide assisté, voilà, l'euthanasie, dans un pays qui n'était pas la France, puisque ce n'était pas légal. Et il y avait un article qui était bouleversant, qui racontait tout ça dans le détail, qui racontait le pourquoi, le comment, l'accompagnement par la famille, l'annonce aux amis. C'était extrêmement émouvant. C'était un très bel article dans le Parisien. Et j'avais fait le choix de ne pas faire un sondage, parce que j'ai dit à la fin de cet article, attention, l'euthanasie, c'est un débat hyper important, mais on ne peut pas canaliser ce débat à la lumière de l'émotion provoquée par une situation individuelle. Il faut aussi réfléchir à tout ce que ça implique. C'est un débat extrêmement compliqué, qui n'est pas tranché en France. Mais là, je vous poserai la question à la fin de cet article, sur ce que vous pensez de l'euthanasie. Est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie en France, comme vient de le faire l'Espagne? Lisons l'article du Monde. L'Espagne approuve la loi sur l'euthanasie, largement soutenue par la population. On va voir à quel niveau, mais c'est très important, effectivement. La nouvelle législation est rejetée par la droite et l'Église catholique. Cette dame était ma tante, me dit Vio Blake. Je suis heureuse qu'elle soit partie comme elle l'a voulu. Merci pour ton témoignage. Lisons cet article. 4 longues minutes d'applaudissements ininterrompus ont accueilli le vote de la loi de régulation, l'euthanasie, c'est son nom, approuvée jeudi par le Parlement espagnol, par 202 voix, contre 141 contre et 2 abstentions, très peu d'abstentions. L'Espagne devient le 4e pays de l'Union européenne, après les Pays-Bas. La Belgique et le Luxembourg a autorisé les soignants à mettre fin à la vie d'un patient de manière délibérée à la demande de celui-ci, et ce dans les cas de souffrance grave, chronique et invalidante, ou de maladies graves et incurables, provoquant une souffrance intolérable. Du Parti socialiste ouvrier espagnol, ce sont les socialistes espagnols, au Parti libéral Ciudadanos, en passant par la gauche radicale Podemos et les divers partis nationalistes et régionalistes, basques, catalans, galiciens ou canariens, toutes les formations ont voté en faveur du texte, à l'exception du Parti populaire, le PP, donc c'est la droite espagnole, et de Vox, l'extrême droite espagnole, qui ont voté contre, et la loi va entrer en vigueur, ce sera en juin. Après une vingtaine de tentatives, ça s'est pas fait en un jour, pour légiférer sur l'euthanasie, l'Espagne clôt 3 décennies de débats. Quand je vous parlais d'un débat long et compliqué, et puis je vous parlais d'un sondage, on estime aujourd'hui que près de 85% des Espagnols sont favorables à la régularisation de l'euthanasie. Vous savez qu'en France, on n'en est pas là. Mais moi, puisqu'on parle d'un sondage en Espagne, je vais vous poser la question. Ce n'est pas un sondage vers les Français, mais c'est un sondage vers vous qui êtes là ce matin. Vous êtes pas loin de 10 000. Est-ce qu'il faut, la question elle est très simple, même si la réponse, elle, je crois, est compliquée, est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie en France? Allez, j'ai pas fait le sondage dimanche dernier, je le fais ce matin. Nouveau sondage. Faut-il légaliser l'euthanasie en France? Voilà. Oui. Première réponse possible. Non. Je ne sais pas.
Faut-il légaliser l'euthanasie en France? Oui, non, je ne sais pas. Le sondage est lancé. Un petit F5 dans le chat si vous ne le voyez pas. Vous pouvez participer. Voilà. Évidemment, j'ai fermé le sondage. Hop, je le réouvre ici. Voilà, ok. Ok. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, lance le sondage, Samuel, tu vas être surpris par le résultat. Et je disais à cette personne, je suis toujours surpris par les sondages que je lance ici, et je le suis encore. Parce que je ne m'attendais pas à un oui aussi massif. Voilà. Alors, vous n'êtes pas la France, vous êtes un public particulier, qui est celui de Twitch. Vous êtes, selon les sondages que j'ai moi-même réalisés, à 85-87% âgés entre 18 et 35 ans. Voilà. Un public plutôt masculin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moins de 18 ans, notamment le week-end, et qu'il n'y a pas de plus de 35 ans, je le sais. Mais voilà pour à peu près le portrait robot de ceux qui sont là le matin. Et vous êtes 85%, c'est énorme, à dire oui, il faut légaliser l'euthanasie en France. Vous n'êtes que 4% là ce matin à répondre non, et 12% à répondre je ne sais pas. Et je vais être tout à fait sincère, je m'attendais effectivement à plus de non et à plus de je ne sais pas. Voilà. Et c'est extrêmement intéressant. Et la personne qui me disait tout à l'heure, lance un sondage Samuel, tu vas être surpris, eh ben, avait raison. Merci de ta remarque. Voilà. Puis alors certains me disent, oui, mais moi, je suis une femme et j'ai plus de 50 ans. Et je sais, ça n'est qu'un portrait robot très général de ceux qui sont là ce matin. Voilà. Et ben, je suis très content d'avoir lancé ce sondage. Voilà. Vous êtes 84%, plus de 3000 à répondre oui à la question de l'euthanasie en France, 4% à répondre non et 13% je ne sais pas. Voilà. Ok. On va laisser ce sondage se dérouler puisque... voilà. Hop. Voilà, je l'ai terminé. Un petit F5 dans le chat pour les résultats définitifs. Mais j'ai bien fait de vous poser la question. C'est extrêmement intéressant. Vous savez que ce débat en France, il se poursuit. Hein. Il existe ce débat. Le législateur se penche sur la question régulièrement. Et donc, voilà, c'est une réflexion au long cours. L'article du Monde rappelait qu'il a fallu des décennies en Espagne pour arriver à ce résultat. Voilà. Tac. Merci en tout cas d'avoir participé au sondage. Bon, on va revenir sur la crise sanitaire avec les autres articles, mais il n'y a pas que de la crise sanitaire ce matin, il y a aussi du Éric Zemmour. Ouh là 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 là. Bon. Alors, c'est un truc un peu compliqué pour moi parce que Éric Zemmour, il s'exprime sur une chaîne qui est une concurrente de la chaîne où je travaille. Parce que CNews est un concurrent de France Info où j'anime la matinale. Alors, la difficulté pour moi, c'est de parler de ce sujet en n'étant pas jugé parti. Vous comprenez? Parce que du coup, je me suis dit, mais oui Samuel, tu peux parler de cette condamnation, mais attention, parce que tu parles d'un concurrent, tu parles de CNews qui embauche Éric Zemmour, donc qui trouve que c'est bien qu'Éric Zemmour s'exprime sur leur chaîne. Et alors, je ne veux pas être critique. Alors, je vais essayer d'avoir le plus de distance possible par rapport à ça. Ça me semble nécessaire. Donc, je vais m'abstenir de donner mon avis déjà. Voilà. Parce que je suis dans une situation compliquée. Mais je vous lis ces articles pour que vous puissiez vous faire votre opinion. Je lis ces articles parce qu'il y a un article du Monde, et puis on ira lire l'article du site d'information Les Jours, qui est un excellent site d'information que j'aime bien lire aussi. Vous le savez, lisons, et puis je vous laisse vous faire votre avis. Voilà. Sanction inédite contre Éric Zemmour envers CNews pour les propos d'Éric Zemmour, titre Le Monde. Si Le Monde en parle, c'est que la question n'est pas anodine quand même. Le CSA, donc là, moi je ne donne pas mon avis, hein, ce sont des faits. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc, estime que la chaîne a manqué à ses obligations lors de l'émission Face à l'info, donc c'est l'émission d'Éric Zemmour, hein, et devra payer une amende de 200 000 €. Même pour une chaîne de télé, même pour une chaîne comme CNews, 200 000 € ça n'est pas anodin. C'est quand même une somme, et puis il y a aussi ce que ça veut dire. Hein. Alors lisons l'article. Je rapproche parce qu'en vieillissant, ma vue baisse, hein, les cheveux grisonnent et la vue baisse. Le 29 septembre 2020, dans l'émission Face à l'info sur CNews, les limites à la liberté de communication, la liberté éditoriale des médias audiovisuels ont été franchies. Ainsi en a jugé le CSA. Cette décision contrevient au principe de liberté d'expression. Bah, qui dit ça? C'est le groupe Canal+, qui a réagi, qui a dit c'est la liberté d'expression, ce qu'a dit Éric Zemmour. Ah bon? Bah on va lire. Qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, c'est la première fois qu'une chaîne d'information en continu fait l'objet d'une sanction pécuniaire. Donc c'était un peu une grande première
cette histoire, qui intervient après une mise en demeure déjà en décembre 2019 pour d'autres propos d'Éric Zemmour. Donc on va dire qu'il y avait eu avertissement par le CSA déjà, c'est pas, mais ça n'a pas suffi à l'apaiser. Où les sages du CSA exprimaient un rejet insistant estimaient que ces propos exprimaient un rejet insistant des personnes musulmanes dans leur ensemble. Alors, au cours de l'émission du 29 septembre, que s'est-il passé? L'écrivain et polémiste, donc Éric Zemmour, s'en était pris aux mineurs étrangers isolés qui n'ont rien à faire ici. D'après lui, je cite toujours, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer, avait déclaré Éric Zemmour, déjà plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale, rappelle Le Monde. Voilà. Alors, Le Monde, très factuel, donne les infos. Voilà. Quels sont les propos? Quelle est l'amende? C'est une première. Et puis, l'article se conclut, l'article d'Assonville, par ces mots. Les audiences de l'émission, elles, ne cessent de progresser. Entre janvier et mars, Face à l'info a attiré 754 000 téléspectateurs en moyenne, ce qui est énorme pour une chaîne info, faisant de CNews la chaîne d'information la plus regardée à ce moment-là. Alors tout à l'heure, je disais, sur l'environnement, la parole est dans le camp des citoyens. C'est à nous, au quotidien, de changer notre façon de consommer, de vivre, pour réduire notre impact sur la planète. Et puis, et là, sur Éric Zemmour, je ne dis rien, mais la chaîne d'info la plus regardée à cette heure-là, c'est CNews. C'est pour écouter Éric Zemmour. Donc, comment dire, il y a un public pour ce genre de propos. Voilà. C'est tout, je dis rien d'autre. Voilà, c'est tout. Donc, quelque part, il est encouragé. Il n'est pas tout seul. Voilà. Je dis que ça. Lisons maintenant un autre article sur la même chose, sur le même sujet, signé Les Jours, le site d'information sur Internet, qui est un très bon site d'actu, qui a été créé notamment par les anciens de Libération. Zemmour, le CSA sanctionne le business de la haine. Là, on est au-delà. On est au-delà des faits. Les Jours proposent une analyse en s'intéressant notamment au patron d'Éric Zemmour, M. Bolloré. Après les propos du multirécidiviste sur les mineurs isolés, puisqu'on a rappelé à l'instant qu'il avait été condamné à plusieurs reprises déjà, CNews doit donc verser une amende de 200 000 € pour incitation à la haine. Bon. Lisons. Alors Vincent Bolloré, quelle a été sa réaction? À un moment, les Jours rigolent, ils disent il va aller s'excuser platement, il est super désolé. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà missionné ses avocats pour contester cette décision au nom du principe de la liberté d'expression. Peut-être, rigole un petit peu Les Jours, a-fait-il afficher cette décision du CSA dans son bureau, à côté de la trombine d'Éric Zemmour, employé du mois, employé de l'année, employé de la décennie, une brique de plus à la construction de ce groupe médiatique nationaliste, estime Les Jours, populiste, dont Zemmour est la poutre apparente. L'originalité d'analyse des Jours, c'est qu'au-delà de Zemmour, il y a une stratégie, il y a la construction d'un groupe médiatique populiste. C'est l'analyse du site Les Jours. Je lis. Éric Zemmour, locomotive d'audience et de CNews et recrue du patron, a peu de chances d'être inquiété. Son idéologie est celle de Bolloré. Ok. Bien qu'elle pique un peu, quel sera l'effet de la nouvelle sanction, se demande Les Jours. Le site nous dit il ne va rien se passer pour Éric Zemmour. Éric Zemmour qui racontait en août dernier, dans L'accueillant Valeurs Actuelles, comment il en est arrivé là. C'est du Vincent Bolloré. L'affaire s'est conclue autour d'un déjeuner chaleureux et sympathique, explique Zemmour. Il me propose de venir tous les soirs à l'antenne, je crains l'usure, mais il insiste, je découvre que nous avons beaucoup de points de convergence intellectuelle. Bolloré est convaincant, j'accepte, c'est Zemmour qui raconte. Beaucoup de points de convergence intellectuelle. Il faudrait être aveugle ou Roselyne Bachelot, estimant sur France Culture la semaine dernière qu'il n'y a pas de sortie de clou de la part de CNews, donc c'est Les Jours toujours qui écrivent cela, ça n'est pas Samuel Etienne, pour ne pas s'être aperçu du tournant idéologique pris par le groupe Canal+ depuis que Vincent Bolloré en a pris le contrôle et qu'incarne désormais Éric Zemmour. Certains se plaisent à l'imaginer en candidat en 2022. On a lu des articles ensemble il y a quelque temps de la tentation d'Éric Zemmour de éventuellement se présenter à la prochaine présidentielle. En tout cas en France, il y a des gens qui le souhaitent très fort, mais pour Les Jours, le problème, il n'est pas vraiment là. Certains se plaisent à l'imaginer en candidat en 2022, mais la vraie question est celle du tremplin à présidentiable que constitue Vincent Bolloré étape après étape. CNews, avec ce nouveau slogan comme un aveu, la chaîne qui déchaîne, ne cesse de voir son audience monter. Europe 1,
attend de tomber dans l'escarcelle. Europe 1 qui, a priori, est à vendre et pourrait être acheté par M. Bolloré. Et les millions de lecteurs de Prisma Presse, premier groupe de presse magazine en France, suivront. Là, le CSA, qui n'exerce que dans l'audiovisuel, ne se penche pas sur la presse écrite, n'aura pas le moindre pouvoir de sanction, aussi légère soit-elle. Et l'article, qui est signé par qui d'ailleurs? Je vais citer l'auteur. Raphaël Garrigos et Isabelle Robert, qui sont des anciens de Libé d'ailleurs, je vous en parlais. L'article se conclut ainsi. Jusqu'au rachat de Canal+, le business était la seule idéologie de Vincent Bolloré. Désormais, c'est clair, son idéologie conservatrice, populiste, zémourienne a rejoint son business. Et je me tourne un petit peu vers le chat parce que je lisais, je ne vous lisais pas vous. Alors je remonte un peu dans le chat pour voir ce que vous en pensez. Parce que je vous ai un petit peu abandonné, mais je voulais vous lire cet article. Ok. Alors Drake Gun Dream. Vous savez, Samuel Etienne, ce qu'il reste à faire chez France Info pour devenir premier. Je pense que c'est une plaisanterie. Je vois bien le second degré. Il est hors de question, bien sûr, qu'on aille sur ce terrain. Nous sommes une chaîne d'information et pas une chaîne d'opinion. Alors, ok. S'il vous plaît, pas de Bolloré pour Europe 1. Fanny Haidt, je crains qu'il s'agisse juste d'une histoire de montant et de chèque. Si Lagardère reçoit un chèque conséquent, c'est bien Bolloré qui prendra le contrôle d'Europe 1. Ok. Du coup, l'amende est pour qui? À qui reviendra les sous? Aux associations de migrants? Ah, bonne question. Je sais pas, où est-ce que vont les 200 000 euros? C'est une bonne question. Est-ce que les 200 000 euros vont dans les caisses du CSA ou de l'État? Je ne sais pas. Bonne question. Ouais, d'accord. Ok. C'est si facile d'invoquer la liberté d'expression, me dit Keshra. Voilà, j'en ai marre, liberté d'expression, c'est devenu un contre l'autre, c'est n'importe quoi, me dit Ferris. C'est intéressant. Voilà. Oui, la liberté d'expression, non, la liberté de la bêtise, me dit la Parisienne. Totalement d'accord avec les jours, me dit Noix de Coco 83, que je salue, qui est un habitué. Salut Noix de Coco, je kiffe ton pseudo. Ok. Ouais. C'est news, notre Fox News à nous, me dit Charlotte Chaton. Les jours un peu complotistes quand même. Et faux juste. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie de Bolloré là? C'est un financier, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste des raids financiers, de rachat d'entreprises, où souvent il rentre au capital d'entreprises qui vont pas très très bien, et puis il en sort à un autre moment. C'est un peu son talent. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie derrière tout ça? Me demandez fou. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà. Mister Zad 77, même principe que pour TPMP, les gens n'aiment pas, mais ça fait des records d'audience toutes les semaines. Zemmour, idem. Ok. Ok, c'est intéressant. En tout cas, ça vous fait réagir. Bon, j'ai bien fait de vous lire, du coup, cet article. 10h17, mon petit Samuel, tu vas accélérer un petit peu, parce que sinon, tu ne vas pas évoquer le reste de l'actualité. Donc, Le Monde, on l'a lu, avec la une, avec l'euthanasie, avec Zemmour. On passe aux Parisiens. Beaucoup de une ce matin, on l'a vu en presse régionale déjà sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire après les annonces de Jean Castex. Dans les départements concernés. Allez, on s'aère un petit peu. Puisqu'on vient de parler d'Éric Zemmour, on va s'aérer un petit peu. On va aller du côté du Stade de France. 21h, France-Galles. France-Galles. Je refais la vanne pourrie de tout à l'heure. Pas la chanteuse, mais le match de rugby. Je le refais pas. J'hésite. Bon, je crois que je viens de la faire. France-Galles. Donc, on va rappeler les épisodes précédents. Les Français ultra favoris face aux Anglais. Ils avaient 2 victoires. Les Anglais 2 défaites. Finalement, ont perdu in extremis à la suite d'un essai très controversé. Certains affirment qu'on nous a volé le match. Bref, on n'a pas gagné contre les Anglais. Du coup, notre destin nous échappe. Le Grand Chelem, déjà, donc ça veut dire gagner toutes les victoires en tournoi de destination. C'est impossible, mais on peut encore gagner. Je vous résume de façon express l'enjeu. On peut encore gagner le tournoi de destination, mais, il jouait au rugby debout. Tom Cropre, je valide. Il jouait au rugby debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire pour longtemps que j'avais pas chanté faux. Qu'il a été libre, heureux d'être là avec nous. Excusez-moi, je suis désolé, c'est week-end. Et donc, ils peuvent encore gagner le tournoi des 6 nations, mais il faut gagner le match de ce soir. Donc, ça fait comme... Il y a pas mal de si. Je pense que l'article du Parisien l'évoque. C'est parti. La voie royale est devenue une course d'obstacles. En effet, pour les tricolores, s'ils dominent les Gallois, avec le bonus offensif si possible, les hommes de Fabien Galtier pourront rêver d'une première victoire dans le tournoi depuis 2010, à condition, encore ainsi, de balayer les Écossais
6 jours plus tard au même endroit, donc ça commence à faire des si. Hein. Il faut une victoire ce soir, il faut une victoire dans 6 jours, il faut le bonus offensif. S'ils s'inclinent en revanche, bon bah là, ils laisseront au Diable Rouge boucler un grand chelem comme il y a 2 ans et retourneront à leurs études. Le Parisien revient sur le dernier match contre les Anglais, tout ça pour quelques centimètres, une main coincée ou non sous un ballon, un essai accordé aux Anglais, une défaite sur le fil à Twickenham il y a une semaine. Voilà pour les chiffres, pour les faits. Puisqu'on parle de rugby, on va voir l'équipe, voilà. Et on verra la crise sanitaire après. C'est pas une mission impossible, estime l'équipe. Petit clin d'œil du côté du cinéma et de Tom Cruise, mais une mission pas facile. Voilà, France, Galles, 21h. Quelle est l'analyse de l'équipe? Eh bien que c'est jouable. C'est jouable. Je vous rappelle que les Français étaient archi favoris. Contre les Anglais, on a perdu. Là, on sait que le match est difficile. C'est peut-être dans l'adversité que le 15 de France va se révéler. En tout cas, j'aime bien ce titre, chasseur de dragons, puisque les dragons rouges, hein, c'est le surnom de cette équipe du Pays de Galles, avec d'ailleurs le fameux dragon sur le drapeau. Voilà. Chasseur de dragons, bon, on va voir ce que ça donne. C'est à 21h ce soir. C'est où d'ailleurs à 21h ce soir? C'est sur quelle chaîne? Les amis, vous le savez, parce que je sais qu'il y a des... Le son est trop faible, hop, je te remonte le son. Hop, voilà. C'est sur France 2? C'est sur France 2? C'est validé? Vous validez France 2? France 2, c'est sur France 2. Hop, ok. On a vu, c'est un beau match. Ah, 21h, je vais peut-être regarder un petit peu ce soir. Ouais, ce soir, je vais peut-être regarder le rugby. Voilà. En général, j'évite, parce que quand je regarde un match de l'équipe de France, que ce soit rugby ou foot, ils perdent. Donc je suis un peu un gris-gris inversé. Et souvent, quand je soutiens une équipe, je la regarde pas. Hein, comme ça, elle peut gagner. Donc ça, c'est pour le rugby. On va voir Libération qui s'intéresse à ce confinement qui prend l'air et qui doute. Libération, trop léger, trop tardif. Les épidémiologistes doutent de l'efficacité du dispositif qui entre en vigueur ce week-end et pour au moins un mois dans 16 départements. En fait, Libération donne la parole aux épidémiologistes qui sont pas convaincus par ce pari dont parle Alexandra Schwarzbrod. Voilà. Ton son est souvent trop faible. Si on regarde Twitch sur son téléphone, on n'entend rien. C'est pas terrible le téléphone pour Twitch. Moi, ça m'arrive de regarder. Franchement, c'est pas terrible. Mais j'ai un petit peu augmenté là. Donc le pari dont parle Alexandra Schwarzbrod, le voici. Confiner la population en la poussant à sortir à l'air libre. Voilà donc le nouveau pari d'Emmanuel Macron. Ça part d'une bonne idée. Hein. Différentes études scientifiques s'accordent à dire que l'environnement extérieur est bien moins contaminant que l'intérieur. Mais cela reste un pari dont la réussite dépend essentiellement de la responsabilité individuelle. C'est fou comme on parle de responsabilité individuelle d'ailleurs ce matin. Car sortir pour boire des coups à plusieurs sur un trottoir ou pique-niquer entre amis dans un parc sans masque ne réduira en rien les risques de contamination, à chacun dès lors de s'auto-discipliner. À partir du moment où il avait perdu son pari de la fin janvier, qui était de serrer les dents en espérant que la vague passe, le chef de l'État était obligé, au vu des chiffres, d'intervenir. Il a donc choisi ce moyen terme, ce en même temps dedans et dehors. C'est psychologiquement bien joué, estime Libération, mais est-ce que cela sera suffisant pour casser l'épidémie? Les scientifiques sont sceptiques. Une seule mesure permettra de sortir de ce désespérant tunnel, l'accélération de la campagne de vaccination. Mais vous le savez, là, on dépend aussi des livraisons par les laboratoires. Voici pour l'analyse de Libération. Et puis j'ai bien aimé ce petit article à droite, là, regardez. Zoom, zoom, flemme. Ça rappelle une chanson, ça. Comment s'appelle cette chanson NTM, là, zoom, zoom. Le titre, c'est quoi? Je fais une petite recherche. Non, viens, zoom, zoom, dans ma Benz. Non, NTM, c'est quoi ma Benz? C'est ma Benz? Ouh, ça va chanter, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas massacré une chanson. Dans ma Benz. Ouh, c'est ça, c'est ma Benz. Ouh, vous savez quoi, on lit l'article et comme je suis foufou ce matin, on se chantera un petit ma Benz. Hein? Laisse-moi zoom, zoom, zem. Alors regardez, Libération, c'est le journal qui a la science des titres et qui titre non pas zoom, zoom, ben, mais c'est ça, zoom, zoom, Benz, hein, c'est ça. Mais zoom, zoom, flemme. C'est pour ceux qui sont fatigués de Zoom, du télétravail, des cours à distance. C'est drôle. Zoom fatigue. L'expression est même recensée par Wikipédia. Elle désigne. C'est quoi Zoom fatigue? Elle désigne la fatigue, l'anxiété, le burn-out, associé à la surutilisation des plateformes virtuelles de communication, en particulier la visioconférence, popularisée pendant la pandémie. Tout télétravailleur intensif a au moins vécu ça une fois. La migraine, la vue qui baisse. Ah, c'est pour ça que je n'arrive plus trop à lire. Le sentiment d'être fliqué, envahi, voire harcelé. Du coup,
écrit Libération. C'est avec intérêt qu'on apprend l'existence d'un outil pour résister à la Zoom dictature. Il a été mis au point par Sam Lavin, qui est un artiste et enseignant américain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette application Zoom Escaper, voilà, est un générateur de son parfait pour torpiller une visio. Ça vous rajoute de l'écho. Ça peut vous mettre, donner le sentiment d'une connexion qui marche pas très bien. Ça peut vous ajouter des pleurs de bébé, du vent, des aboiements ou encore des bruits de chantier. De quoi justifier qu'on rende l'antenne. Genre, excuse-moi, il y a un bébé qui pleure ou ma connexion est en train de lâcher ou attends, il y a des travaux au-dessus, on n'entend plus rien. Donc, de quoi justifier qu'on rende l'antenne ou inciter, c'est encore plus vicieux, l'interlocuteur en face à lâcher l'affaire. Oh, attends, je crois à rien à ce que tu me dis. Attends, on va se rappeler plus tard dans la journée. Voilà. C'est super drôle. Cela dit, le truc ne semble pas tenable à long terme. La répétition, si vous faites ça tous les jours, produira forcément le soupçon. Il y a encore machin qui a un problème. C'est bizarre. La grande question est la suivante. Comment limiter la visio en prise, le professionnel notamment? Ne faudrait-il pas fixer un quota d'heures quotidienne et les employeurs l'accepteraient-ils? Voilà, donc il y a l'appli. Alors je vous donne le nom si ça vous intéresse, si vous voulez un petit peu saborder, polluer, bousiller vos prochaines visios dans le cadre du travail. Ça s'appelle Zoom Escaper. Donc Zoom comme Zoom et Escaper comme Escape avec un R à la fin. Hein, c'est drôle, non? Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas chanté. C'est-à-dire que je n'ai pas démoli une chanson. Je vous rappelle la règle. On n'a pas le droit de passer de la musique sur Twitch. Interdit pour cause de DMCA, pour cause de droit d'auteur. Ce que je fais, parce que je suis un filou, je contourne. Je me mets des écouteurs. Je mets la chanson que vous ne pouvez pas entendre. Du coup, pas de problème de droit. Je mets les paroles et je chante. Et comme ça, on partage. Ah, il y avait Joe Star sur Nova hier. Cool. Et donc, on partage. Voilà. Je vais chercher mes écouteurs, vous bougez pas. Ils sont là. Je les vois, bougez pas. Je suis là, vous êtes là, je suis là. Oh mon Dieu, oui, me dit oui, mais oui, vous êtes inquiet, je sais. Vous êtes inquiet. Voilà, vous êtes inquiet. Je vous entends plus. Alors, attendez, ça y est, je suis connecté. Et oui, je sais. Alors certains redoutent ce moment. Les petits nouveaux, vous savez pas ce qui va se passer. C'est affreux ce qui va se passer. Voilà. Donc, moi, je vais entendre la chanson, vous pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je tape ma Benz. Ok. Non, il faut que je le mette plutôt sur mon téléphone. Ok. Donc, allons sur mon appli de musique. Je tape ma Benz, qui déjà, de toute façon, est dans mes favoris, parce que bon, c'est quand même un classique. Hein. Ma Benz featuring Lord Co-City. Yo, ok, je l'ai. Et j'affiche les paroles. Et je chante. Et c'est légal. Ma Benz. Et c'est légal. Voilà. Lord Co-City, Lord machin, voilà. Et c'est légal, c'est ça, c'est sûr. C'est même pas interdit. Yo, ouais, c'est bon, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Voilà. Comment les autres streamers mettent des musiques sans qu'ils aient des soucis de droit d'auteur? En fait, ils sont un peu... Voilà, ils font super gaffe. Et moi, c'est surtout l'occasion de vous déchirer les oreilles. Vous êtes prêts ou quoi? Tout ce qui est légal n'est pas moral, me dit Solenia Live, mais tu as tellement raison. Vous êtes partis ou prêts? Allez, on y go. Chen. Bon, c'est dur, hein? Vous êtes prêts? Laisse-moi zoom dans ta Benz. Ouais, quand tu vois ton boom passabron dang. Laisse-moi zoom dans ta Benz. Quand tu vois ton boom passabron dang. Eh, pas mal. Co-City, original recommande dans la ville de Paris. Girls, t'es jolie. Dans Versace, viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est ouais, bouge carré sur le groove. J'aime tes girls, surtout quand tes girls move. Hein, c'est trop dur après là. Move, bouge encore de la tête. Là, je t'approuve. Bah, je suis largué, ça y est. Après, c'est quoi? Je suis perdu. À ton père ni à ta mère.
ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu whines ton boomba, ça rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu whines ton boomba, ça rend... Ça va? Ah, je l'ai encore tellement massacré celle-là. Ah, en général, je perds quelques milliers de personnes. Ah, ça va, ça va, ça va. Allez, objectivement, c'était très mauvais. Hein, franchement, c'était. Je me demande si c'était pas un petit peu pire que d'habitude. Ouais, j'enlève ça. Hein, mais non. La liberté de chanter. On s'habitue. Le flow est correct. Non, non, c'est pas vrai. C'était monstrueux. Même moi. Alors, le problème, c'est que non seulement je chante comme une casserole, mais en plus, avec les écouteurs, je ne m'entends pas chanter. Donc, c'est pire. Donc, certains qui disent on s'habitue, je sais que c'est gentil, mais que c'est faux. Voilà, je baisse un peu le retour parce que j'avais mis la musique à fond. Après cette petite pause musicale et artistique, il est 10h30. Je crois que j'ai bien mérité. C'était insupportable. Je sais. C'est pour ça que c'est sympa. Je crois que j'ai mérité un bon petit café. Voilà. Cette musique-là est beaucoup plus douce pour vos oreilles. Bon café, bon thé, bon ce que vous voulez. C'est parti. J'adore, il y a Clément à l'instant qui disait dans le chat « En tout cas, tu es bien courageux de faire cela devant autant de viewers. » Non, c'est pas que je suis courageux, c'est que je suis complètement inconscient en fait. C'est juste qu'à la télé, ça se voit pas, parce qu'à la télé, bon, j'ai un employeur, je travaille pour des gens, donc je fais attention à ce que je raconte et ce que je fais. Voilà, notamment sur France Info, dans Question pour un champion. Mais là, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de limite, je suis moi-même, et donc... donc c'est du grand n'importe quoi. C'est un peu le principe aussi de la matinée Étienne. Mais de temps en temps aussi, je retombe sur mes pattes de journaliste et je vous lis la presse sérieusement comme ici. Quel magnifique enchaînement, le Figaro qui, est-ce qu'on sera surpris, estime que les Français en peuvent plus, la grande lassitude des Français confinés. C'est pas au doigt levé comme ça, au doigt mouillé. Non, il y a un sondage du Figaro. Selon notre sondage Odoxa, les mesures de confinement qui faisaient autrefois l'objet d'un large consensus sont désormais contestés par ceux qui les subissent. C'est intéressant, ça veut dire que le degré d'acceptabilité des mesures est en train de baisser en France. Vous vous souvenez de ce qu'on lisait à l'instant dans Libération? Ici, l'édito d'Alexandra Schwarzbrod qui disait que, en fait, tout ça, ça va réussir si les Français respectent intelligemment les mesures et par exemple ne profitent pas de la possibilité d'aller dehors pour se regrouper de trop près pour boire l'apéro à 30 sur un bord de trottoir. Eh bien, Libération fait ce constat et le Figaro dit le problème c'est que le degré d'acceptabilité des mesures est en train de baisser. Lisons. L'acceptabilité recule, le ras-bol progresse. Au lendemain du reconfinement partiel annoncé par Jean Castex, l'opinion publique semble plus lasse que jamais. Selon ce sondage Odoxa, pour le Figaro et France Info, c'est aussi pour nous, 43% des citoyens concernés par les nouvelles mesures les désapprouvent. C'est pas très bon ça. Une proportion nettement supérieure à celle observée lors des autres confinements. Voilà. Alors, c'est aussi l'analyse de l'opinion. Regardez le journal, l'opinion, confinement saison 3. Est-ce qu'on n'a pas atteint le point de rupture? Annoncé jeudi par Castex, les nouvelles restrictions appliquées à une partie du Covid s'inscrivent dans un paysage hospitalier épuisé par 12 mois de lutte. Voilà. Regardez ce dessin de CAC qui est souvent excellent. Vous reconnaissez le Premier ministre avec une lance à incendie rebaptisée confinement et un président de la République avec une petite seringue à vaccin impuissante contre l'épidémie et qui dit à son Premier ministre « ça ne suffit pas, envoie la sauce ». Édito de l'opinion à ce propos ce matin. Il est signé Nicolas Bétou, qui est le patron du journal, qui nous parle du sentiment d'avoir été trompé. De quoi s'agit-il? Lisons. Il sera difficile d'étouffer ce sentiment d'avoir été trompé sur nos chances de revenir bientôt à une vie moins anormale. On nous promettait une libération conditionnelle 4 à 6 semaines à tenir. Ça c'était il y a un mois, on nous assigne à nouveau à résidence. Si, à l'évidence, personne ne pouvait modéliser avec certitude et dans toute son ampleur l'apparition de la nouvelle vague épidémique, à tout le moins le gouvernement aura fait preuve d'un manque de prudence, le sentiment d'avoir été trompé. C'est votre sentiment aussi ou pas d'ailleurs? Tiens, c'est intéressant ça, parce que je vous parle beaucoup de la crise sanitaire, mais je vous demande rarement votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement vous ment, vous a trompé, comme le dit Nicolas Bétou ce matin, ou alors
qui fait ce qu'il peut, voilà, en fonction de l'évolution de l'épidémie, ou tiens, on va essayer de créer un sondage là-dessus. Alors, il n'est pas facile, mais je vais essayer d'imaginer avec vous. Nouveau sondage. Alors, le gouvernement sur la crise sanitaire. Oh, je tape de plus en plus vite. En fait, j'ai une espèce de clavier de gamer avec plein de lumière dessus, là. Et puis, au début, j'avais beaucoup de mal, puis ça va. Le gouvernement sur la... Ça va beaucoup mieux. Sur la crise sanitaire. Posons les questions qui fâchent. 2 points. 1. Nous ment. Donc c'est un peu l'avis de Nicolas Bétou. Nous ment. Nous trompe. Nous endort. Nous ment. Bon. Première possibilité. Fait ce qu'il peut. C'est-à-dire, bon, est-ce que la France fait moins bien que les voisins? Fait ce qu'il peut. Troisième proposition. Pourrait beaucoup mieux faire. Là, c'est l'idée que, finalement... il nous ment peut-être pas, mais il n'est pas forcément à la hauteur de la crise, cette idée-là. Pourrait beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je propose? Je vous lis. Voilà. Nous ment sur quoi? Nous ment par exemple, je ne sais pas, bon, il y a eu l'affaire des masques, par exemple. Est-ce que c'était un mensonge ou est-ce que c'est parce qu'on ne savait pas à l'époque? Est-ce que, par exemple, quand il y a 4 semaines, on nous dit, bon, allez, encore 4 semaines à tenir, est-ce qu'on nous ment parce qu'on pense que ça ne va pas être possible? Est-ce que c'est de la calinothérapie? Ou est-ce que non, on pensait vraiment il y a un mois que ça allait s'arranger? Oui, c'est ça, en fait. Voilà, les deux, ouais, incompétent, fait ce qu'il peut, pourrait beaucoup mieux, donc c'est nous ment, fait ce qu'il peut. Ah bah peut-être incompétent d'ailleurs. Peut-être c'est peut-être plus fort. Ok. Je vous lis comme ça, j'affine mon sondage avant de le lancer. Complètement paumé, me dit quelqu'un. Ok. Qu'il improvise. Ouais, fait ce qu'il peut, qu'il improvise. Je pense que c'est un peu la même chose. Sans opinion, il y aura bien sûr. Je le rajoute. Nous fatigue. Gère bien. Ah oui, gère bien la crise aussi. Ouais, mais je vais rajouter ça. Bah oui. Minimum. Ouais, bien sûr. Je vais le relire et je vais voir s'il est pas facile le sondage. Et je ne sais pas, bien sûr. Voilà. Le gouvernement sur la crise sanitaire, est-ce qu'il nous ment? Non, c'est un peu le côté. Voilà. Fait ce qu'il peut. C'est-à-dire, est-ce que voilà, c'est pas top, mais est-ce qu'on fait vraiment mieux ailleurs? Incompétent, là, vraiment, vous estimez qu'il n'est pas à la hauteur. Gère bien la crise. Et oui, parce qu'il y a aussi cette possibilité. Et je ne sais pas. Écoutez, je trouve que ce n'est qu'un sondage, mais ça peut être un instrument un petit peu d'analyse quand même de votre regard sur cette crise sanitaire. Je lance le sondage, c'est parti. Voir les résultats. Certains résultats, on va pouvoir les additionner. Par exemple, un nouement et incompétent, ça peut s'additionner, par exemple. Alors, voyons. Je suis encore surpris, mais c'est ça qui est formidable. Je ne m'attends jamais aux résultats. Vous êtes une majorité, même si elle n'est que de 53%, mais vous êtes une majorité à dire qu'il fait ce qu'il peut, le gouvernement. Une majorité, 54%, incompétente, donc vraiment qu'il est à côté de la plaque, 36%. Nous ment pas du tout, en fait. Voilà, l'argument qu'on peut entendre beaucoup dans la rue sur oui, on nous dit pas tout, voilà, on est manipulé. Eh bien, vous n'êtes que 6% à tenir ce discours. Gère bien la crise, alors là, vous n'êtes qu'1% à estimer que le gouvernement gère bien la crise, 1%. Et je ne sais pas, 4%, vous êtes très peu nombreux finalement à ne pas vous prononcer. C'est extrêmement intéressant. Vous êtes une majorité, 52% à estimer que le gouvernement fait ce qu'il peut. Voilà. Bon, si j'ajoute le 1% qui gère bien la crise, voilà. Incompétent, un gros tiers. Et nous ment que 6%. Et 4%, je ne sais pas. Eh bien, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Là encore, vous n'êtes pas la France, vous n'êtes que ceux qui sont ce matin avec moi. Mais c'est quand même extrêmement intéressant. Cet outil est vraiment étonnant parce que je n'arrive jamais à prévoir les résultats. Comme quoi, et là je fais un mea culpa, le journaliste qui essaie de comprendre comment le pouls, de prendre un petit peu le pouls du pays, on essaie toujours de deviner ce que pensent les Français en se disant mais qu'est-ce que se demandent les Français? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils attendent dans les journaux? On essaye en fait de se mettre dans la tête des Français, tout simplement pour se dire mais de quoi les Français ont besoin en matière d'information, hein? Qu'est-ce qu'ils ont envie de lire? Est-ce qu'ils ont besoin d'explications, de pédagogie? Est-ce qu'ils veulent qu'on leur parle d'autre chose? On essaie ça tout le temps. Et en fait, on se rend compte que cet exercice est quasiment impossible, parce qu'il est impossible de penser à la place des autres. Et les sondages me le démontrent. Voilà, le sondage est terminé. Vous êtes 52% à estimer que le gouvernement fait ce qu'il peut. C'est extrêmement intéressant dans cette crise sanitaire. Incompétent, 36%.
Seulement, et j'ai envie de dire, même si c'est un gros tiers, nous ment que 6%. Voilà. Je ne sais pas 5%, et je gère bien la crise 1%. Eh bien, je suis content de vous avoir posé la question. Voilà pour le sondage. Ouais, intéressant. Il me reste combien de temps? 20 minutes. On se dépêche. On se dépêche. On se dépêche ou on a le temps? Non, mais ça va en fait. Mais ça va en fait. Puisqu'il nous reste ce petit rapport de la Cour des comptes et puis un petit mot de ski. Donc en fait, on est plutôt en avance. Eh ben, on était sur un bon timing. On était sur un bon timing. Lisons la Croix. Alors, je vais pas vous lire. Pardon. Je vais pas vous lire ce dossier de la Croix sur l'année de la famille voulu par le pape François. Pas parce que c'est pas intéressant, mais le dossier m'a pas captivé. Mais je vous le signale, c'est la une de la Croix ce matin. Voilà, qui est évidemment plus concerné que les autres journaux par toutes les questions autour de la chrétienté et de l'Église catholique, c'est normal, c'est la Croix. Mais, page 7, vous avez cet article, j'ai lu l'info ailleurs, mais je trouve que la Croix l'a très bien traité sur, pardon, je me racle encore la gorge, c'est pas très classe, ce rapport de la Cour des comptes, qui finalement, à la lumière du sondage qu'on vient de lire, est vraiment intéressant, pour qui l'État, certes, était mal préparé à la crise, certes, n'avait pas su anticiper, en soi, c'est une faute, mais a plutôt bien réagi à la crise. Ah bon? Lisons. Dans ce rapport annuel, c'est le fameux rapport annuel de la Cour des comptes, vous savez, c'est ce rapport qui dit ce qui va et ce qui ne va pas, surtout dans les administrations françaises. Dans son rapport annuel, donc, la Cour des comptes passe au crible l'action des pouvoirs publics au début de la crise sanitaire. Elle relève un manque d'anticipation, mais souligne aussi la réactivité de nombreuses administrations. Alors, tout va peut-être pas si mal dans notre pays, estime en tout cas la Cour des comptes. Il faut rappeler que ce rapport il est extrêmement critique, extrêmement incisif. C'est un rapport extrêmement indépendant qui critique chaque année les gabegies, les erreurs de l'administration française. Donc on peut le prendre avec, comment dire, sans trop de soupçons, parce que c'est un rapport qui est toujours très critique. Et là, il dit que tout ne va pas si mal. Passons au crible. Dans une dizaine de chapitres, l'action de l'État dès le début de la crise, la Cour des comptes livre un verdict plutôt nuancé. Le premier constat que pointe Pierre Moscovici, c'est le président de la Cour des comptes, eh bien la faible anticipation de la crise au sein de la plupart des acteurs publics étudiés, faute d'avoir préparé une telle crise, les administrations n'avaient aucun scénario capable de les aider à y faire face. Alors, exemple, qu'est-ce qu'on veut dire là? Cette impréparation se retrouve dans de nombreux domaines. Le premier sujet qui est passé sous les radars touche évidemment la situation des services de réanimation et les soins critiques. Alors ça, c'est vachement important. Les capacités de réanimation en France n'ont cessé de s'éroder depuis 2013, puisque le nombre de lits y a progressé 10 fois moins vite que les effectifs des personnes âgées, qui représentent les 2/3 des malades hospitalisés en réanimation. Là, il y a faute. La capacité d'accueillir en réanimation les patients en France a diminué ces 8 dernières années, alors même qu'on aurait eu besoin de plus de lits. Donc, ça n'est pas que ce gouvernement, c'est aussi l'équipe précédente, mais là, il y a faute. De même, c'est pas tout. Le basculement soudain de tout le système scolaire vers l'enseignement à distance n'avait jamais vraiment été pensé. Il y a un problème de culture numérique dans l'éducation nationale qui est dénoncé par la Cour des comptes, trop limité, qui a rendu les choses très difficiles. Donc ça, problème d'anticipation. Voilà. Des logiciels qui ne fonctionnent pas. Mais, écrit aussi la Cour des comptes, mal préparé dans beaucoup de domaines, l'État n'a toutefois pas forcément mal réagi. Au contraire, les acteurs publics se sont fortement mobilisés et ont fait preuve d'une grande capacité de réaction et même d'innovation pour faire face aux conséquences de la crise. Salue le premier président de la Cour. Le rapport souligne la bonne gestion du rapatriement des ressortissants français, par exemple. On n'en a pas trop parlé, mais il y avait des centaines de milliers 370 000, je crois, ressortissants français qui étaient éparpillés aux quatre coins de la crise, du monde, pardon, au début de la crise. On les a rapatriés de façon assez efficace et en limitant les coûts. Un constat d'efficacité, écrit la Croix ce matin, qui se retrouve aussi du côté de la mise en place du Fonds de solidarité, le mécanisme dédié par Bercy au soutien des petites entreprises dès le début de la crise. Là aussi, il y a un satisfecit accordé par la Cour des comptes. Voilà. Donc moi, j'aime bien souligner ce qui ne va pas dans notre pays. La presse ne se gêne pas pour le faire, mais quand il y a des choses qui sont plutôt positives, eh ben, il faut le dire aussi. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous lire cet article de La Croix. On va terminer avec, allez, je vous rappelle le rugby ce soir pour les amateurs, c'est à 21h et c'est sur France 2. Et puis, il n'y a pas que le rugby, il n'y a pas que le football dans la vie, il y a aussi le ski, même si je trouve qu'en France,
on ne parle pas assez de certains sports, hein, c'est toujours, c'est dommage. Vous prenez Alexis Pinturo, par exemple, que vous voyez ici, alors vous ne le reconnaissez pas, il a son casque, mais il se promène dans n'importe quel village suisse ou autrichien, c'est une star, quoi. C'est une immense star. En France, il peut se balader sur les Champs-Élysées, mais personne ne va le reconnaître, Alexis Pinturo. Personne, personne. Est-ce que c'est bien normal, ça? Alors que c'est le plus grand skieur français qu'on a connu depuis... alors, je disais Kili tout à l'heure, et puis vous me rappeliez, plus proche de nous, Luc Alphand. Voilà. Et il va peut-être remporter cette année, peut-être, la récompense ultime, qui est le Gros Globe, voilà, qui sacre le meilleur skieur alpin, toutes disciplines confondues. Ça n'est pas arrivé depuis Luc Alphand. Je vérifie quand même cette info parce que je ne suis pas un spécialiste de ski. Je tape Luc Alphand et Gros Globe. Je voudrais être sûr, mais je crois que Luc Alphand est le dernier français. Je tape Luc Alphand, dernier français, Gros Globe. Gros Globe, c'est une récompense. Hein. Partez pas sur autre chose. Ah, Luc Alphand, dernier français, ok, à avoir gagné le Gros Globe. Ok, donc c'est bien ça. Le Gros Globe de cristal. C'est ça. Quelqu'un me dit à propos de Pinturo, je crois qu'il est content de pouvoir se balader tranquille. Moi, je crois surtout qu'il serait content d'avoir un minimum de reconnaissance par rapport à ses performances. C'est ça que je veux dire. C'est l'un des plus grands skieurs de sa génération. Et franchement, mais qui connaît Alexis Pinturo? Est-ce que c'est bien normal? Voilà. Donc, aujourd'hui, jour super important pour Alexis Pinturo. Le géant des finales, aujourd'hui, sera décisif pour l'attribution du Gros Globe, qui sera décerné à Alexis Pinturo ou au Suisse Marco Odermatt. Voilà, le Français a un léger avantage dans la confrontation. Ça va se jouer aujourd'hui. C'est une journée super importante pour lui. Gros-Piron, non, Édouard Gros-Piron, c'est un grand skieur, mais de boss, et donc il n'a jamais pu gagner le Gros Globe, hein, qui récompense le meilleur skieur, toute compétition confondue. Donc Gros-Piron, bien sûr, grand champion, mais on n'est pas au même niveau. Parce que lui, il était vraiment un spécialiste des boss. Alors, pourquoi c'est une journée importante? 30 ans. Il fête ses 30 ans aujourd'hui. Vérification, moi j'aime bien ce mot. Déformation de journaliste. Alexis Pinturo, ce serait son anniversaire aujourd'hui? Complètement dingue. Alexis Pinturo, hop, allons voir. Ce serait fou. Toc. Toc. Alexis Pinturo, né le 20 mars 1991 à Moutier. C'est son anniversaire en plus aujourd'hui. Ça c'est complètement dingue, ok. Donc c'est bien son anniversaire. Premier jour du printemps. Vérifions. Non, je sais, j'ai vérifié ce matin. C'est le premier jour du printemps. Voilà. Le 20 mars, c'est une date à part dans l'agenda d'Alexis Pinturo. Bah, tu m'étonnes, hein, puisqu'il va peut-être remporter le Gros Globe aujourd'hui. Je travaille dur pour me faire un beau cadeau, a-t-il glissé. Voilà. Donc aujourd'hui, une course dans le géant, demain il y a slalom aussi, décisive pour l'attribution du globe de la spécialité et déterminante pour le général. Pinturo aura en effet gagné le Gros Globe aujourd'hui, c'est ici que vous l'aurez entendu. S'il compte après la course, plus de 100 points d'avance sur Marco Odermatt, son rival suisse qui a 31 points de retard sur lui au général. Bon, bah, les amis, on suivra le rugby, mais on suivra aujourd'hui également cette course de Pinturo. Hop, 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 j'ai même grâce à l'équipe. C'est à quelle heure? Le géant homme. 10h30 et 13h30. Ok, en direct sur Eurosport. Ok, eh ben c'est noté. Voilà les amis. Ok. Alors tiens, sur le ski, vous en pensez quoi d'ailleurs? Il a cartonné en première manche. Ah bah vous suivez ça mieux que moi. Voilà, la première manche s'est déroulée sans doute ce matin et il a cartonné. Merci Kid QI06 et ceux qui m'en parlent. C'est le printemps aujourd'hui. Ouais, j'ai vérifié Julien. Le 20 mars aujourd'hui, c'est le printemps. Ok. Ouais. Invite-le Alexis Pinturo. Si tu trouves qu'on parle pas assez de lui, Samuel Etienne me dit Kefa. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, en même temps, j'ai déjà 2 jobs. Entre questions pour un champion et France Info, un troisième que je me suis rajouté avec le stream, j'ai mes enfants aussi, donc les invités j'en fais de temps en temps, mais je ne vais pas en faire des caisses non plus. Je vous rappelle que je reçois la semaine prochaine Grand Corps Malade, hein, tout le monde le sait ou pas que je reçois Grand Corps Malade? Parce que ça va être super ça. Attendez, on va vérifier la date ensemble puisque j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà, on va sur le compte Twitter de Chouchou, Chouchou c'est moi, voilà, et parce que je l'ai annoncé il y a quelques jours, et hop là, vérifions la date. Bim. Vous saviez ou pas? Tout le monde savait que je reçois Grand Corps Malade la semaine prochaine? Jeudi 25 mars à 18h, Grand Corps Malade, invité
La rencontre Étienne. J'ai toujours dit que cette chaîne, ce ne serait pas une chaîne politique. Bon, le hasard a voulu que je reçoive d'abord des hommes politiques, François Hollande et Jean Castex, mais j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire de cette chaîne une chaîne politique. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Et vous ne saviez pas? Certains savaient déjà. Ouais, Grand Corps Malade, jeudi dans cette pièce ou dans un autre endroit de la maison, voilà, je sais pas, on sera dans la cuisine, enfin ça dépendra un petit peu de la vie. Voilà, Grand Corps Malade, c'est quelqu'un que j'adore, que j'ai interviewé pour la première fois il y a quelques années sur Europe 1, une émission culturelle que je présentais. Et puis j'ai totalement été séduit par le personnage, par la personne, parce que c'est une très belle personne. Voilà. Et voilà. Et je l'ai croisé il y a une semaine ou deux sur un plateau de France 5 chez mon amie Anne-Elisabeth Lemoine. Et je lui ai dit, Fabien, est-ce que tu connais Twitch? Il me dit, non, mais j'en entends parler de plus en plus parce que puis je vois que tu fais des trucs et ça soulève beaucoup de débats. Je lui dis, mais tu veux venir? Voilà, ça a été aussi simple que ça. On s'est repris nos téléphones parce que j'avais égaré son numéro. Et puis, c'est calé. Jeudi 25 mars à 18h, Grand Corps Malade sera avec nous. Voilà, la rencontre Étienne. Et je vous rappelle le principe, c'est moi qui invite. Mais c'est vous qui posez les questions. C'est cool ça, hein, voilà. 10h50. Donc ça, c'était pas pour faire ma pub, mais plutôt pour celle de faire la pub de Grand Corps Malade. Et je reviens aux invités. J'ai déjà calé l'invité suivant. Après Grand Corps Malade, je sais déjà qui je vais recevoir. Mais suspense, je vous dis pas. Voilà. Et je peux déjà vous dire que c'est pas un homme politique et que c'est pas une femme politique. Voilà. Voulant tenir ma promesse de ne pas recevoir que des politiques. Donc je vais recevoir quelqu'un d'autre, plutôt dans le domaine artistique, mais je ne vais pas vous l'annoncer tout de suite, puisque une bonne annonce par semaine, ça suffit. Donc Grand Corps Malade, c'est la semaine prochaine, et puis la semaine suivante, je sais déjà qui je vais recevoir, et ce ne sera pas un politique. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, plutôt dans le domaine artistique. Oh, c'est mignon, vous me faites plein de propositions, j'ai pas vu, mais ça peut m'intéresser. D'ailleurs, vous voulez qu'on reçoive qui? Jennifer Lopez, ok. Élise Lucet, joli, hein. Jill. De l'écologie par pitié. L'écologie, on va en parler, puisque de toute façon, je vais poursuivre les invités politiques, n'en déplaise à certains. Et il y aura bien sûr, ce sera peut-être mon prochain invité, un représentant des écologistes en France. Jamel Debbouze, Zemmour, je ne sais pas Zemmour, François Baron, ouais, okay, j'ai plein de propositions, Grisou, Dupontel, Teddy Riner, Mbappé, Evangeli, ouais. Michael Jackson, je sais pas, je suis pas sûr. Coco, me dit la fille du Père Noël. Coco, c'est la dessinatrice de Charlie Hebdo qui arrive bientôt sur Libération. Quelqu'un que j'adore. Coco, c'est une très bonne idée. Clara Morgan, je sais pas. Je trouve que j'ai fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Donc Clara Morgan, je suis pas sûr. Invite Hélène sur ta chaîne. Enfin, Hélène, c'est mon épouse. Jamais elle viendra. C'est quelqu'un de super discret. Booba. Ah ouais, Booba. Ce serait drôle ça. Tiens, Coco qui revient encore. Ok, super, c'est noté. Encore Coco? C'est drôle, mais vous êtes très nombreux à souhaiter la venue de la dessinatrice de Charlie Hebdo et bientôt de Libé. Pomme. Alors Pomme, elle est au Québec en ce moment. Hein, Pomme, la chanteuse. Ponce, ouais, Ponce qui était avec nous sur France 2 jeudi soir. Michael Jackson encore. Jean-Claude Van Damme, ce serait tellement cool. Marina Foïs. Thomas Pesquet à son retour. Ouais. Alexandre Astier. Ah, voilà. Soporifique Grand Corps Malade, me dit Gabriel Damien. Lalanne et Bigard. Francis Lalanne et Bigard. Non, désolé, je prends pas la proposition. Clara Morgan encore. Domingo, Shakira, Albert Dupontel, Ponce, The Rock, j'adore. Sarko est un artiste. Alexandre Astier qui revient à nouveau. Tiens, Johnny Hallyday, compliqué. Zemmour, compliqué. Alexandre Astier, Neymar. Jean Dujardin, bah allez, allons-y, hein, Jean Dujardin, tant qu'à faire. Un journaliste, Alexandre Astier, Karine Viard, Squeezie, Alexandre Astier, oh, bah, décidément, Alexandre Astier encore, Arnaud de sa mère, ouais, bonne idée aussi, Élise Lucet, Alexandre Astier, il y a beaucoup d'Alexandre Astier là. Domi, Jérém Star, Alexandre Astier encore. Alexandre Astier? Bon, bah, il va falloir que je lance une invitation, Alexandre Astier. C'est drôle ça. Bah, je me le note. Ok, bah, je vois. Sardoche, je vois. Ouais, hein, ok. 10h53, bon, bah voilà. Clara Morgan, bon. Jean Lassalle, Nicolas Hulot, moi-même, me dit Chobrad. Ouais, Joule, me dit quelqu'un. Un habitant de la Corée du Nord, pourquoi pas. Alexandre Astier, bon, bah je crois qu'il y a des noms qui reviennent. Eddie de Préto, tellement cool, ouais. Le Dalai Lama, bah ouais. Jean-Marie Bigard, Zerator, Omar Sy, Mathieu Chédid, waouh, Alain Soral, des idées quoi. Drucker,
Astier, Elon Musk, bah, tant qu'à faire. Allô Elon, qu'est-ce que tu fais demain? T'es pas trop occupé toi comme garçon. Viens donc dans la chambre de Papy Sam, on va répondre aux questions. De Ligonnès. Ah, c'est chaud, de Ligonnès. T'imagines le truc. Bonjour, mon invité aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, mais il est là en fait, tout le monde le cherche, mais en fait il est là. Bon, merci pour les propositions. On a vu ensemble que il y avait pas. Oui, quelqu'un me dit Before N59, un peu de femmes. C'est vrai que. Enfin bon, on m'a proposé notamment Coco, la dessinatrice. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons dans vos propositions. Dorothée me dit Little Corben qui précise No joke. Eh ben, tu sais quoi? Bah, je trouve que c'est une bonne idée, Dorothée. C'est une bonne idée, Dorothée, pour plein de raisons. Tiens, c'est marrant. Je ne sais pas s'il est trop réseaux sociaux et si ça va être facile de l'interpeller, mais en fait, je pense que ça peut être super intéressant. Après, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui cherche la médiatisation aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci les amis pour toutes ces propositions qui ont du sens. Que vous dire, les amis? Bon. De vous remercier d'avoir été aussi nombreux. Je ne m'attendais pas. Le samedi matin, il y a moins de monde. Peut-être parce que vous avez une vie aussi. C'est le jour où il y a le moins de monde. Mais vous avez été quand même super nombreux aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Dans un instant, je vous laisse parce que, comme je vous le disais, oh, il y a une porte qui s'ouvre. Bonjour Malo. Oh, attention, arrivée de Malo. Elle est arrivée. La dame est arrivée? Oui. D'accord. Ah bah, tu peux lui dire de venir si tu veux. Si tu peux, Oui. tu peux lui dire de venir. Bon, la dame est arrivée, donc la journaliste de Libération, avec qui j'ai un rendez-vous. Malo, le messager, est venu et elle va arriver. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux, c'est cool. Je voulais vous dire, on se retrouve demain dans la matinée Étienne pour lire les journaux. On lira le JDD, on lira le Parisien dimanche, on lira plein de journaux. Oh, she can come here, yes. No, read the chicken. But just to say hello to her. Hein, she can come in. Et donc matinée Étienne, demain on lira les journaux ensemble. Je vais essayer d'organiser la parole Étienne consacrée aux soignants. Ce sera dimanche soir 18h. Je vais travailler là-dessus. Bonjour, comment ça va? Alors, la journaliste de Libération, ce que je vous ai annoncé, dont je vous ai parlé, elle est là. Malo est là. Je fais attention à ce que Malo, tu débranches pas tout, hein? Oui. Parce que Malo parfois il débranche la multiprise. Tu touches pas, hein? Oui. Écoute, maintenant il sait. Donc je vais vous laisser, mais avant, on va faire un raid, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me proposer mon pote à tête, Choupitou. Voilà, on monte la caméra au ciel. Comme ça, il n'y a aucun risque. N'hésitez pas à me proposer, on va faire un petit raid. Des noms de streamers, ça le fait marrer. Des noms de streamers, tu touches à rien, hein, dans le chat. Alors, vous savez, le raid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est formidable. Je vais vous inviter, vous êtes plus de 11 500. Je vais vous inviter à aller découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse, c'est formidable. Il y a des gens qui font des trucs géniaux sur Twitch, ils sont parfois 50, 60 viewers, voilà. Alors qu'ils font des trucs formidables, il y a des artistes, il y a plein de choses. Proposez-moi des gens dans le chat, d'ici 1 à 2 minutes, il y a Malo qui me donne du RJ45. Arrête de rigoler. Proposez-moi des noms dans le chat et je vous envoie dans 1 à 2 minutes, ça prend un petit peu de temps, le temps que je trouve quelqu'un. Découvrir le travail d'un autre streamer ou d'une autre streameuse. Soyez sympas, c'est toujours des super jolis moments humains. Bon week-end, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. C'est pas une erreur de cadrage, hein, ceux qui nous rejoignent, c'est juste que Malo est à côté de moi, je veux pas le voir. Soyez heureux, c'est d'abord en étant heureux vous que vous rendrez les autres heureux autour de vous. C'est ma petite philosophie à 2 centimes d'euro de samedi matin. Tout mon setup est en train de trembler, c'est normal, parce que Malo passe sous les fils. À mon avis, ça va casser dans pas longtemps. Bon week-end, bougez pas, je vous envoie faire un petit raid. Ciao ciao. Malo, stop, non, Malo.
Vous bougez pas les amis, je suis en train de chercher, je vous envoie bientôt découvrir le travail de quelqu'un d'autre. Bougez pas, bougez pas. J'ai trouvé les amis, bougez pas, dans quelques secondes, je vous envoie, c'est vachement intéressant ce qu'il fait. Bon week-end à tous.